Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici avec vous, que l'on puisse parler de sport, d'activité physique, du rôle du sport dans la société et d'être dans un forum très ambitieux sur le plan des objectifs que l'on va essayer de comprendre, d'atteindre avec un secteur qui nous tient particulièrement à cœur, vous allez voir, et je crois qu'on a un panel aussi d'intervenants que je remercie déjà d'être avec nous ce matin. Je suis Julien Japper, je dirige le think tank Sport et Citoyenneté. Sport et Citoyenneté, c'est un think tank, comme son nom le dit, un groupe de réflexion qui est né à Bruxelles il y a 15 ans, au cœur des institutions européennes. On est donc des lobbyistes, ce n'est pas un gros mot pour nous le mot lobby, des lobbyistes citoyens, on fait avancer des sujets et on a besoin effectivement d'acteurs engagés, et je crois qu'on en a autour de la table, mais on a besoin aussi d'acteurs critiques et je crois que ce forum met vraiment en avant cet aspect d'urgence sur nos sujets environnementaux, sociétaux. Et j'espère que, et je vous le dis déjà, je vous invite à intervenir. J'espère que vous allez aussi nous aider, vous, acteurs de l'ESS, comme on dit, à peut-être avoir un regard bienveillant, encourageant sur notre secteur et qui pourrait aussi nous faire sortir de l'entre-soi, parce que c'est vrai que le monde du sport, on est quand même bien dans l'entre-soi. Donc n'hésitez pas à pas nous interrompre, mais solliciter la parole, parce que l'entre-soi, je pensais à ma fille ce matin qui est avec ses copines et elles chantent ensemble et elles ont toute l'impression qu'elles chantent bien. Et évidemment, quand on leur amène un chanteur à côté d'elles, elles réalisent qu'elles chantent mal. Donc ça, c'est la définition. Ça t'arrive aussi. Bon, je parle trop, excusez-moi. Donc on va lancer ce débat. Je vais vous présenter les invités. On va essayer de tenir le chrono, surtout que moi je suis suisse, donc j'ai une petite réputation à tenir en termes de chrono et de montre. Je vais d'abord excuser Mathieu Hanotin, qui va peut-être arriver, si je comprends bien, mais on ne sait pas quand. Donc Mathieu Hanotin, qui est maire de Saint-Denis et président de Pleine Commune, on l'intégrera à nos débats si on a envie. Quand il arrivera, mais je crois qu'on l'intégrera. Hein. Je vais vous présenter Viviane, ou plutôt je vais vous laisser vous présenter. Est-ce que ça vous va de vous présenter vous-même, Viviane ? Tout à fait, bonjour à tous. Je suis en charge du développement durable à la Fédération française de tennis. Merci beaucoup. Donc, Fédération française de tennis qui inclut Roland-Garros. Et Viviane, vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites d'innovant à Roland-Garros et à la Fédération française de tennis. Avec plaisir. Guillaume, cher Guillaume. Bonjour Juliane, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Guillaume Nasselin, je suis délégué général du Fonds d'action du football, qui est un fonds de dotation dédié aux actions de responsabilité sociétale qui collabore avec l'ensemble des instances du football français pour l'intégration du développement durable dans le foot à travers le bénévolat, l'éducation, l'inclusion, la mixité et l'éco-citoyenneté. Voilà, je voulais remercier le Forum Convergence et Acted pour leur invitation à intervenir ce matin sur cette table ronde et je suis ravi de le faire à vos côtés, à tous les trois. Merci beaucoup Guillaume. On va essayer de ne pas parler de l'actualité du football ou d'en parler peut-être. Olivier, merci d'être avec nous. Olivier, on a tous, tu nous as tous fait rêver, je pense dans cette salle aussi. Je ne veux pas dire que Viviane et Guillaume, vous ne nous avez pas fait rêver. Hein. Je n'irai pas jusque-là. Mais pas de la même manière. Non, Olivier, merci beaucoup. On a tous en tête tes exploits sportifs vraiment qui seront inoubliables dans nos cœurs, qui commencent à dater un petit peu, mais on voit et on sait que, et ça c'est extraordinaire, que des grands champions puissent redonner
puissent se réinvestir finalement dans la société. Et je crois que c'est ce que tu fais aujourd'hui. Mais avant de te présenter, j'avais quand même envie qu'on t'applaudisse, qu'on applaudisse Olivier et nos intervenants. Alors, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas Olivier, à aller chercher quelques vidéos. Elles sont quand même pas si vieilles. Olivier, ça commence. Bon, en tout cas, merci pour cette invitation. C'est quelque chose qui nous touche énormément. Je m'appelle Olivier Giraud. J'ai la grande chance et le développement durable, c'est souvent le signe, c'est une boucle. En fait, moi, je suis un enfant de l'UNSS. J'ai commencé le sport grâce à l'UNSS. Et aujourd'hui, j'ai la grande chance d'en être le directeur national, le président et le ministre de l'Éducation. Donc, vous entendrez dans ma bouche parler de sport, mais pas que. C'est-à-dire que l'UNSS, c'est aussi du sport, mais pas que du sport. C'est le sport par l'éducation. Et ces sujets nous touchent énormément. Et je suis heureux de partager les actions de l'UNSS parce qu'on a un vrai savoir-faire. Et vous nous permettrez peut-être demain de faire savoir qu'il se passe des choses de manière concrète, en tout cas dans le monde scolaire. Merci beaucoup Olivier. On va commencer ce tour de table en rappelant un petit peu les objectifs aussi du forum. Des objectifs, je l'ai dit tout à l'heure, très ambitieux, zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion, peut-être même irréalisable. C'est un peu, nous, la conclusion de facto que l'on s'était faite de façon assez unanime, parce que le zéro carbone, par exemple, c'est un objectif évidemment utile, nécessaire, mais il ne peut pas gommer une activité. Il ne peut pas gommer le zéro carbone, l'activité sportive, amateur ou professionnelle. Donc on va essayer de débattre de ça. On va essayer de se demander aussi, et ça je crois qu'on a une clé dans la réflexion globale du forum, de savoir comment un des trois objectifs peut en entraîner un autre. C'est-à-dire comment est-ce que quand on va travailler à Roland-Garros, les questions d'éco-responsabilité, il peut y avoir un lien avec l'association Faites le Mur qui fait de l'insertion sociale. On va essayer de se demander comment l'un peut entraîner l'autre et comment tout cela peut être vertueux. Et puis évidemment, je l'ai dit au début, travailler avec des acteurs différents avec lesquels on a l'habitude de travailler. Je crois qu'une des solutions, elle est là aussi, amener l'expertise, amener la preuve, la charge de la preuve de l'impact. Et je crois que dans le forum, ça a été beaucoup discuté. Aujourd'hui, heureusement, les nouvelles générations nous ramènent cette demande de la charge de la preuve, c'est-à-dire de sortir des discours marketing, du washing, parce que, et ils ont raison, on ne peut plus uniquement dire, il faut savoir prouver, il faut savoir dire que l'on a de l'impact. Quand on a, Olivier, des diamants avec les jeunes, il faut arriver à démontrer réellement concrètement ce que l'UNSS peut leur apporter à eux, autour d'eux, dans leur famille et dans la société. Je crois qu'on est tous accordés sur ces défis qui sont nécessaires et urgents. Et Viviane, je vais commencer par toi. Oui, on va se tutoyer, parce que si ça vous va, moi je suis plus détendu et plus cool. Non, Guillaume, ok. N'oublie pas que j'ai des dossiers sur toi, donc je peux te tutoyer? Bien sûr. Allons-y. Viviane, est-ce que tu peux, hormis la plaisanterie, non, je n'ai pas de dossier sur Guillaume, c'était une blague. Viviane, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui à Roland-Garros avec la Fédé pour justement tenter d'atteindre ces objectifs, et qu'est-ce qui a déclenché finalement en toi, je sais que c'est des sujets qui te portent profondément, mais qu'est-ce qui a déclenché une grande fédération, une des plus grandes compétitions sportives au monde, à s'intéresser à ces sujets? Justement, parce qu'on a un impact très fort d'un point de vue environnemental. Évidemment, on a des émissions carbone assez énormes du fait des déplacements de nos populations sur Roland-Garros. Et puis, on a la possibilité, en tant que grand événement, d'avoir un impact positif. On sait à quel point on est sollicité sur, bien sûr, améliorer nos impacts environnementaux ou sociaux, mais aussi sensibiliser, utiliser le média, qui est un grand événement sportif, pour éduquer, pour emmener au changement de comportement. Et donc, ça fait un bout de temps, ça fait 10 ans qu'on a cherché à engager le tournoi. On ne nie pas notre impact, évidemment. On calcule notre impact carbone. Dans la mesure du possible, aujourd'hui,
on a une trajectoire carbone de réduction, donc on travaille sur l'alimentation, on travaille sur les transports, on travaille sur l'énergie, sur les déchets, et puis on travaille aussi sur des programmes de biodiversité. La chance qu'on a, c'est qu'on est une fédération. Donc c'est la fédération de tennis qui est propriétaire et qui organise Roland-Garros, et que toutes les marges qu'on dégage, 80% de la marge, elle va dans le territoire français. Donc nos programmes, et ça on rejoint un petit peu les ambitions de Paris 2024 en héritage, c'est-à-dire que les programmes qu'on fait dans les quartiers avec Faites le mur, dont tu parlais, sur la mixité, sur le programme tennis santé, l'offre tennis santé comme thérapeutique alternative aux médicaments, sur le paratennis, sur le tennis scolaire, universitaire, tout ça est financé grâce à notre tournoi. Donc, en fait, c'est important qu'on garde ça en tête, mais c'est important à la fois que le tournoi soit responsable, mais que la marge qui en est dégagée puisse financer toutes ces actions sociales, solidaires et environnementales. Merci Viviane. Est-ce que tu peux entrer un petit peu en détail sur quelques actions, en particulier sur recycler certains produits et même des balles? Je sais qu'il y a des choses qui sont faites. Et puis après, on essaiera d'aller dans un deuxième tour de table sur ce que tu aimerais faire encore davantage pour atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, si on parle du tournoi, on a une politique d'achat responsable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un achat de produits ou de prestations qui se fait sans des critères forts. Tu parles du recyclage des balles. Alors là, c'est en tant que fédération. On est engagé depuis plus de 10 ans dans un programme de recyclage de nos balles. On essaye de concilier aussi cette vocation de recyclage avec une ambition sociale et solidaire. Donc avec ces balles qu'on collecte dans tous les clubs, on fait des sols sportifs qu'on offre à des instituts médico-éducatifs, des hôpitaux pour enfants, récemment des prisons, pour les mettre au sport. Donc on essaye de garder cette vocation à faire en sorte que ce déchet qui est la balle, qui est quand même très volumineux, il y a 15 millions de balles mises sur le marché chaque année, puisse avoir une seconde vie et mettre au sport des enfants. Alors on travaille sur ces programmes grâce à maintenant on est aidé par un organisme agréé par l'État pour nous aider, parce que maintenant le recyclage concerne les articles de sport et de loisirs. Donc on a un plan très serré de déploiement de notre opération, mais voilà, on garde cette ambition qui emmène nos territoires, qui emmène nos clubs et qui a une vocation solidaire. On essaie à chaque fois que nos politiques environnementales servent une cause sociale ou solidaire. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Sur le plan de Faites le mur, c'est peut-être un parallèle avec Olivier, c'est Yannick Noah qui a lancé cette association, qui a voulu rendre un petit peu aussi à la société ce que lui avait donné Roland Garros, parce que évidemment, il a dû recevoir beaucoup et maintenant il a, on le sait, envie de rendre. C'est lui vraiment qui a lancé cette association et qui aujourd'hui, je le sais, est développée encore dans différents quartiers. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi la genèse et puis où vous en êtes un peu sur Faites le mur? C'est effectivement l'association à laquelle on délègue. Alors on a des clubs qui travaillent dans les quartiers, mais Faites le mur est vraiment l'acteur majeur. Aujourd'hui, il est implanté, il a mis du tennis dans, je crois, 150 QPV, quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc ça touche beaucoup de jeunes. C'est l'association qu'on finance pour cette délégation de mettre du tennis au cœur des quartiers. C'est-à-dire que le tennis partout et pour tous, c'est un des grands acteurs de notre slogan « Tennis partout et pour tous », c'est Faites le mur. Par ailleurs, on récompense les clubs qui ont des actions dans les quartiers, aussi grâce à l'argent de notre Charity Days de Roland-Garros. Donc en fait, ça nous permet aussi de rajouter un financement qui va récompenser les clubs qui ont des projets pour les amener à continuer. Mais effectivement, aujourd'hui, sans Faites le mur, c'est l'acteur majeur. Ils ont des déploiements de réseaux dans toutes les collectivités. Il y a un réel bienfait. Et puis alors, juste pour l'anecdote, le tapis de balles recyclé qu'on a posé la semaine dernière, c'est un tapis d'une zone Faites le mur. Donc c'est-à-dire qu'on a créé pour ces enfants un sol qui est graffé par un artiste. Mais voilà, on essaye toujours de boucler la boucle. On essaye de profiter de cette situation où on est une fédération qui organise un tournoi. Donc on n'est pas un organisateur privé spécial, mais de toujours faire en sorte qu'il y ait un lien entre ce qu'on fait sur notre événement et l'héritage qu'on peut avoir en territoire.
Merci Viviane. Alors, ma casquette de modérateur, elle est là, mais de dirigeant d'un think tank aussi. Et je vais vous embêter tous les trois sur ce point. On revient, et je crois que c'est vraiment peut-être une ligne directrice du forum aussi, c'est la charge de la preuve. Qu'est-ce que ça apporte à ces gamins des quartiers? Est-ce que tu arrives à le mesurer? Comment tu le mesures? Comment tu peux et pourrait aller en chercher d'autres encore plus éloignés? On est face à un sport qui peut sembler élitiste aussi, le tennis. Est-ce que tu as remarqué des changements sur évidemment le corps, hein, le bien-être du corps, du mental, les changements dans la vie du quartier? Est-ce que tout cela... tu le sens, tu le ressens, est-ce que tu le mesureras demain, j'espère? Excuse-moi de te charrier, et vous deux, vous pouvez vous préparer parce que vous allez avoir exactement la même question. Viviane. Non, mais bien sûr. Alors, on a des mesures, mais simples, et je vois très bien ce que tu veux me dire. Oui, on a l'intention de mesurer cet impact-là. Il y a les quartiers, mais il y a aussi notre politique urban tennis qui est sortir du club. C'est vrai que tu le dis, le tennis, il a cette image extrêmement élitiste. Nous, on veut sortir le tennis. On a un président et un COMEX qui veulent sortir le tennis du club. C'est-à-dire que oui, on va pouvoir très facilement mettre des terrains au cœur de la ville, au cœur des quartiers, beaucoup plus facilement. Sur l'impact, on a un impact direct. On est capable de dire ce que le tennis génère chez les jeunes de manière directe. Mais effectivement, on est hyper intéressé par un impact plus long terme. Que deviennent des jeunes qui ont fait du sport et qu'on a mis au sport grâce à, par exemple, l'association Faites le Mur? Qu'est-ce qu'ils deviennent sur un court et moyen terme? Et ça, évidemment qu'on est intéressé. On en a parlé récemment, tu nous en parles suffisamment, et je pense que vraiment, on a un vrai intérêt. C'est-à-dire qu'il faut une vraie étude qui montre un impact pas juste direct. On a mis effectivement cette année 150 QPV, il y a tant de jeunes qui sont touchés, mais qu'est-ce qu'ils deviennent après et en quoi le sport a un effet bénéfique évidemment. Merci Viviane, excuse-moi toujours de t'en parler. L'intérêt, il est aussi d'aller comprendre pourquoi il y en a qui ne viennent pas sur ton terrain. Ça, c'est intéressant aussi d'étudier la population qui ne vient pas. Guillaume. C'est à cause de lui. Guillaume, tu vas bien? Très bien. En forme, tu as fait un peu de char à voile ce week-end? Plutôt un bateau à rame éventuellement, mais si le vent peut nous aider aussi, pourquoi pas. Guillaume, je suis désolé de t'embêter avec ce sujet, mais effectivement, on est dans un forum où il y a cette actualité qui vient, on en parlait ce matin. Moi, personnellement, je vais vous dire, je suis très content qu'elle sorte cette actualité parce qu'on peut aussi la tourner d'une manière positive, c'est-à-dire se dire, aujourd'hui, on ne tolère plus ça. Et comment est-ce qu'on peut accélérer, avancer? Et je sais que tu es un combattant de ces sujets avec la Fondation. Peut-être tu peux nous dire aussi ce que vous faites, parce que vous faites beaucoup. Évidemment, on va te dire pas assez, en particulier après une actualité comme ça, mais les choses sont longues, elles prennent du temps. Et je t'en prie, Guillaume, si tu veux nous expliquer ce que tu fais depuis des années avec la Fondation du foot français. Merci Juliane, mais effectivement, tu as raison de nous ramener dans l'actualité parce que c'est aussi un marqueur et un témoin de la caisse de résonance que peut représenter notre activité du foot. On dit que c'est le sport numéro 1, le plus populaire, le plus médiatisé, le plus pratiqué aussi. C'est pas simplement des chiffres, ce sont des faits aussi. Et la réalité, je pense que de ce qu'on a pu vivre hier à travers cette conférence de presse, finalement, ça nous montre que les messages, quand ils sont négatifs, ils ont aussi beaucoup de portée. Au Fonds d'Action du Football, ce à quoi on œuvre au quotidien, c'est d'essayer de valoriser les initiatives remarquables qui existent sur l'ensemble du territoire, qui sont portées par des instances nationales, régionales, mais également surtout des clubs qui sont nos opérateurs de terrain. Il faut savoir que le foot, ce sont 15 000 clubs de foot amateurs sur l'ensemble du territoire, pour 40 clubs professionnels à peu près. Le foot se joue partout, donc dans les 15 000 clubs qui sont dans les 36 000 communes en France. Le foot se joue toute l'année, c'est-à-dire que la saison, elle s'arrête fin juin, mais elle a déjà repris. Je crois qu'on a déjà eu 2 tours de Coupe de France qui ont été organisés dans les championnats, enfin dans les catégories, je dirais, amateurs. On accueille plus de 2 millions de licenciés. L'AFFF, accueille plus de 2 millions de licenciés dans ces 15 000 clubs au quotidien. Et parmi ces 2 millions de licenciés, il y en a 1 million qui ont plus de 18 ans.
Donc ça, c'est des chiffres qui sont, à mon avis, à rappeler. On parlait de la mesure d'impact, mais je pense que les constats initiaux à faire sont importants parce qu'ils vont légitimer toute la politique de structuration, de diversification des pratiques, d'inclusion, de mixité, d'éducation et de formation des équipes dirigeantes, de bénévoles, d'éducateurs et d'éducatrices qui s'occupent au quotidien de ce million de jeunes. Alors je vais vous donner un chiffre, puisqu'on a aussi au Fonds d'Action un volet, je dirais, études pour valoriser l'impact sociétal de l'activité foot. C'est qu'on a mesuré que près d'un tiers des jeunes en France, avant leurs 18 ans, souscrivaient à une licence à la FFF. Donc c'est exactement 31%, garçons et filles confondus, d'une tranche d'âge qui, avant leurs 18 ans, passent dans les rangs de la FFF. Si on prend les garçons, uniquement les garçons, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une activité qui est encore majoritairement masculine, même s'il y a une très grosse progression, une multiplication par 4 des licenciés, eux, depuis une dizaine d'années. Mais si on prend les garçons, il y a 6 garçons sur 10 en France qui, avant d'avoir 18 ans, vont passer 5 ans avec une licence de foot à la FFF. Voilà. Alors quand on a mesuré ces chiffres-là, on s'est retrouvé au bord d'un précipice, puisque ça donne effectivement le vertige, et ça donne beaucoup de responsabilités sur l'accompagnement qui va devoir être fait dans ces clubs par les équipes éducatives. Et évidemment, moi je pense que c'est une formidable opportunité aussi de pouvoir contribuer à l'éducation des jeunes garçons, des jeunes filles qui passent beaucoup de temps dans ces clubs sportifs. On a coutume de dire que le football est finalement, par extension, le sport est le 3e lieu d'éducation après l'école et après la famille. Je pense que ces chiffres viennent légitimer cette idée. Et encore une fois, je suis ravi qu'on puisse aborder ces sujets avec des acteurs du monde du sport, mais de manière décloisonnée. On n'a pas fait de tour de table dans la salle, mais quand vous aurez des questions, n'hésitez pas à vous présenter, parce qu'on aime bien aussi se confronter à d'autres secteurs d'activité qui vont pouvoir nourrir nos activités. Et je reviendrai peut-être en détail sur la manière qu'on a au Fonds d'Action du Football de s'entourer de l'expertise de secteurs d'activité associatifs, institutionnels, de think tanks, etc., qui vont venir contribuer à alimenter notre mission éducative qui est aujourd'hui prioritaire dans l'ensemble du football français, par l'ensemble des acteurs, par l'ensemble, avec un grand E. Tous les acteurs considèrent aujourd'hui que le rôle éducatif, le rôle du football, c'est aussi un rôle éducatif. En témoignent ces chiffres. Oui, merci beaucoup Guillaume. C'est vrai important à faire. Non, c'est très important, et je ne sais pas si on réalise tous les chiffres que tu viens de citer. Ça veut dire qu'avant 18 ans, il y a 6 garçons sur 10 qui ont passé 5 ans dans un club de foot. Et on peut imaginer que les 4 autres ont aussi joué au foot, probablement. Donc on est face à un lieu de transmission de valeurs, de savoir qui est sous-estimé, sous-utilisé probablement, pour justement participer à ce que tu appelles la construction éducative, physique aussi, hein, parce que je voulais le dire en introduction et je l'ai oublié, mais le sport, ça n'est pas qu'une activité fun, sympa et un loisir. On est face aujourd'hui à diverses crises de société, dont une crise sanitaire et de sédentarité profonde. En France, nous ne sommes pas un pays actif, nous n'avons pas de mode de vie actif par rapport à d'autres pays. Donc on a le phénomène aussi, après Covid, d'addiction aux écrans, qui est hyper important, qui sort aussi les enfants de ce qu'ils sont et de ce que l'on est, c'est-à-dire des êtres faits pour bouger. Et cette sédentarité, elle est violente. Elle est violente. Les courbes d'espérance de vie sur certains territoires commencent à s'inverser. Les courbes d'espérance de vie chez nous ne s'inversent pas, mais la durée de vie en mauvaise santé grandit chez nous, chez vous. Donc on a aujourd'hui un outil qui est essentiel, qui est important en termes de santé. Et ces gamins, on veut qu'ils bougent évidemment, mais on veut essayer de leur transmettre autre chose. Donc on a des devoirs et des responsabilités quand on veut construire une meilleure société. C'est ce que l'on veut tous. Donc Guillaume, est-ce que tu peux, juste un tout petit point, nous dire aussi sur le plan de l'accompagnement scolaire, parce que c'est lié à l'actualité. Moi, je suis convaincu qu'il y a un manque d'accompagnement scolaire et citoyen
des sportifs de haut niveau et même peut-être des sportifs amateurs, on va en parler. Et je sais que tu as lancé quelque chose de très innovant là-dessus auprès des centres de formation de football, de Ligue 1, de Ligue 2 et peut-être même d'autres niveaux. Est-ce que tu peux nous en dire rapidement un petit mot ? Oui, alors sans surprise, l'inconvénient de cette très forte visibilité, médiatisation du foot, c'est que les problématiques, elles nous arrivent peut-être un petit peu plus tôt que dans d'autres disciplines sportives. Et donc les réponses qui peuvent être imaginées sont peut-être un petit peu plus anticipées aussi. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on a des leçons à donner aux autres sports, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup avec d'autres disciplines sportives qui sont amenées à rencontrer petit à petit des problématiques qu'on a rencontrées il y a quelques années. Et il se trouve que, puisque tu parlais, Juliane, du volet accompagnement des sportifs qui sont dans des filières d'accès au haut niveau, on a remis en cause, après un certain nombre d'incidents dans les années 2010, qui a pris pour point de départ la crise à Naïsna, en Afrique du Sud, avec les joueurs qui ne sont pas descendus du car pour aller s'entraîner. On a remis en cause tout le fonctionnement, on a challengé tous les organisateurs et les directeurs et directrices des centres de formation, des filières d'élite de nos clubs professionnels et de nos pôles espoirs. Et il se trouve que sur le volet de l'accompagnement à la scolarité, il y avait un travail qui était déjà bien cadré, bien alimenté aussi par des directives gouvernementales. Sur le volet sportif, je ne vous apprends rien en vous disant que la France est le pays qui forme le plus de footballeurs dans l'ensemble des championnats étrangers. Je crois que sur la Coupe du Monde, les statistiques sur la Coupe du Monde au Brésil en 2014, il y avait plus de joueurs formés en France qui disputaient la Coupe du Monde pour des sélections étrangères que pour la sélection française. Donc il y avait 52 joueurs, je crois, qui avaient été formés en France et qui disputaient la Coupe du Monde au Brésil. Donc évidemment, on est très fiers de pouvoir former et d'exporter ce savoir-faire auprès de d'autres sélections nationales. Donc d'un point de vue sportif, je dirais que les indicateurs sont plutôt au vert. Je pense qu'il ne faut pas se contenter d'une deuxième étoile. C'est pas suffisant, je pense, comme indicateur. Mais malgré tout, on voit bien que toutes les sélections nationales de jeunes sont dans les phases finales des grands championnats continentaux et internationaux. Donc voilà, je dirais que d'un point de vue sportif, ça va bien. Sur le volet éducatif et le volet civique, lorsqu'on a challengé nos directeurs de centres de formation il y a quelques années, on s'est rendu compte que finalement, tout ça s'était fait au détriment de leur bien-être, de leur développement personnel, en les coupant un petit peu des réalités du monde. Et donc on a souhaité initier, en s'entourant d'acteurs associatifs, institutionnels, qu'on appelle des partenaires experts, et qui sont venus contribuer à un programme qui aujourd'hui est généralisé dans l'ensemble du foot français sur toutes les structures de formation d'accès au haut niveau. Donc, centre de formation de clubs de foot de Ligue 1, club pro de Ligue 1, de Ligue 2, et également pôle espoir masculin et féminin. 3600 jeunes qui sont impliqués dans ce programme et qui bénéficient d'un accompagnement par une quarantaine de partenaires experts qui vont intervenir sur le volet de la santé publique, de l'engagement à la solidarité, de la culture, pour décloisonner et leur permettre de s'ouvrir un petit peu au monde qui les entoure. Encore une fois, pour ne pas les rendre trop déconnectés de la société qui les entoure et du monde qui les entoure, même s'il y en a toujours quelques contre-exemples qui nous laissent penser le contraire. Malgré tout, il y a ce travail qui s'est fait, qui s'est initié, et aujourd'hui, la sensibilisation, elle se fait à un rythme très important. On a pu modifier les cahiers des charges de l'ensemble des structures de formation pour avoir des référents socio-éducatifs qui pilotent cette politique éducative dans chaque centre de formation, dans chaque pôle espoir masculin et chaque pôle espoir féminin. Et l'ambition de ce programme qui s'appelle Open Football Club, c'est demain de proposer un parcours civique de l'âge de 14 ans jusqu'à la post-formation, donc à peu près 20 ans, dans toutes les structures, ce qui fait qu'un jeune joueur ou une jeune joueuse dans une filière d'accès au haut niveau aura un capital sensibilisation sur un certain nombre de sujets, de la lutte contre les discriminations, à la nutrition, à la prévention du dopage, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'ambition qu'on donne à ce programme, et on est bien aidé pour ça par à la fois la Ligue de football professionnel qui s'est vraiment emparé du sujet et qui commence à étendre ce dispositif également aux groupes professionnels de ces clubs membres, donc les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, et également à leur gouvernance, et également aidé fortement par la FFF et la Direction technique nationale qui permet justement les modifications de texte et l'ancrage de cette démarche qui au départ était spontanée, basée sur le volontariat, qui aujourd'hui a complètement intégré les textes et les cahiers des charges des structures de formation.
Merci beaucoup Guillaume, c'est très clair et assez révolutionnaire, hein. Ça veut dire que demain, les joueurs et les joueuses de foot de haut niveau, en plus d'avoir leur parcours sportif, auront le parcours scolaire qui, normalement, est à respecter dans les clubs de formation, mais en plus, ils auront des modules de sensibilisation, des modules obligatoires, de sensibilisation à des questions de société. L'environnement en fait partie, la citoyenneté dans son ensemble, des questions aussi, tu l'as dit, de lutte contre les discriminations, parce que l'intérêt, et on le sait, qu'on le veuille ou non, ces joueurs et ces joueuses de foot sont des modèles de société. La société a les modèles qu'elle mérite, mais ils sont des modèles de société. Et voir rire Mbappé hier sur ces questions d'environnement, ça nous fait dire à tous qu'il y a un manque que tu es en train d'expliquer et de combler, de sensibilisation, de connaissance des sujets qui pourraient faire qu'on pourrait aujourd'hui ne plus rire des aspects désastreux de la pollution environnementale. Et je terminerai là-dessus aussi sur les questions de société, parce que là aussi les jeunes nous poussent. On a un contre-exemple aussi sur la lutte contre l'homophobie. Et je sais que tu es très sensible aussi à ces questions et tu fais venir aujourd'hui des gens qui éduquent et qui expliquent que on est face à un sujet tabou, hein, comme les violences sexuelles aussi, on le sait, et on peut espérer que demain, il n'y aura plus aussi, comme ça a été le cas au Paris Saint-Germain malheureusement, de joueurs qui ne veulent plus arborer l'arc-en-ciel. C'est un exemple aussi intéressant. Dans le cadre de ce programme, on a justement mis en place un outil de mesure, une sorte d'observatoire un petit peu sur ce sujet de la lutte contre les discriminations et particulièrement de la perception de l'homosexualité et de l'homophobie dans les structures de formation. Démarche qu'on a initiée avec l'association Foot Ensemble, qui est un de nos 40 partenaires experts de ce programme et qui nous permet de mesurer justement l'évolution de la pensée de ces jeunes qui intègrent les centres de formation. Et l'ambition, on revient à la question de la mesure d'impact, qui est aujourd'hui la problématique principale pour des organisations comme la nôtre, c'est de pouvoir identifier des déterminants, des indicateurs qui vont nous permettre de légitimer et de montrer au plus grand nombre que l'action est efficace, elle fonctionne et elle est exportable. Aujourd'hui, on a un certain nombre de certitudes sur le sujet. Tu parlais de l'ambition qu'on voulait donner au programme en rendant ce parcours obligatoire. Tu parlais du foot, mais demain, on attend aussi des acteurs institutionnels du sport français de pouvoir nous accompagner pour aider d'autres disciplines sportives qui vont être amenées à rencontrer les mêmes problématiques, à s'emparer de ce sujet, sachant que nous, au Fonds d'Action du Football, on a décidé de mettre en open source tout ce qu'on avait établi, réalisé depuis plusieurs années. On a investi, c'est des budgets, hein, ça nous a demandé un certain nombre d'investissements, et aujourd'hui, on a envie de servir d'autres disciplines sportives sur le sujet. Voilà. Ça veut dire que tout ce travail pourra être mis à la disposition d'autres fédérations. Exactement. De tennis, de hand. Exactement. Merci beaucoup Guillaume. Olivier. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Hein. On balaye beaucoup de sujets, mais je crois que c'est la richesse aussi de ce forum et de cette table. Est-ce que tu as une réaction à ce que tu as entendu, spontané peut-être, en particulier sur le rôle modèle que toi aussi tu as inspiré? Je sais que tu as fait une reconversion aussi après sur le plan éducatif en allant chercher des diplômes pour pouvoir exercer aujourd'hui ce métier. Ça veut dire, et excuse-moi, j'y vais cacher directement, ça veut dire que tu as senti que tu avais manqué peut-être à un moment donné aussi de cette formation ? Je pense qu'on faisait, tout simplement, je faisais un métier qui me demandait, pour moi, il y a 15 intelligences, hein, pas seulement la spatiale, la numérique, tout ce qui fait le QI. Il y a encore 12 autres intelligences et souvent on oublie que l'intelligence sensorielle, l'intelligence physique fait partie des intelligences. Et c'est celle qui nous est demandée quand on est sportif. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu questionné quand on demande à des jeunes de 19 ans de dire des choses, de prendre des positions, alors que nous-mêmes, on peut avoir des enfants de 19 ans à qui on ne demandera jamais la même chose. Donc on oublie souvent que ces jeunes sportifs ont fait des études du sport et elles comptent aussi bien que les études classiques et que c'est la voie qu'ils ont choisie et qu'on les met dans des positions où le pire qui puisse exister, c'est la méconnaissance, c'est l'ignorance.
et qu'il faut emmener, pour comprendre, j'ai entendu parler d'inclusion, aussi la lutte contre l'homophobie. Je pense que la première lutte, c'est la lutte contre l'ignorance. Et ça, nous, au niveau de l'éducation nationale, c'est quelque chose que nous combattons très souvent. D'abord, il faudrait peut-être que j'explique ce qu'est l'UNSS, parce que même si tout le monde a connu, et pour les plus vieux, la SU, aujourd'hui on dit voilà, la S, l'UNSS, savoir ce que c'est au milieu de l'éducation nationale. C'est tout simplement tous les mercredis, nous organisons sur l'année 140 championnats de France, tous sports confondus, avec énormément de mixité. Comprendre qu'il y a 37 000 professeurs d'EPS qui sont mis à disposition. Je rappelle souvent quelque chose, c'est que les 37 000 professeurs d'EPS, c'est une force pour la France, et qu'il faut le rappeler, ils ont tous Bac+5. Donc, rappelez aussi que l'UNSS, c'est partager plus que du sport. Et dans tout ce que vous avez dit, ça nous touche énormément. Et la particularité vraiment de cette fédération, c'est qu'elle n'est pas articulée tout à fait comme les autres fédérations, que je dirais du type classique. C'est-à-dire que sur les fédérations classiques, il y a la fédération, et sur les territoires, il y a des présidents de ligues et de comités qui, sur leur territoire, sont d'une certaine manière indépendants. Ce qui n'est pas le cas à l'UNSS. À l'UNSS, nous possédons, et on a eu un séminaire il n'y a pas longtemps, 180 directeurs qui sont sur tout le territoire et qui restent dans la colonne vertébrale de l'UNSS. C'est une des fédérations les plus complexes parce que dessus, il y a le modèle éducatif. Donc ces directeurs sont sous la surveillance des recteurs, d'inspecteurs généraux. C'est une des fédérations les plus complexes parce que nous avons, et je te l'ai dit tout à l'heure, il faut que je change le mot parce qu'il faut que j'arrête d'appeler nos enfants comme ça, nous avons une matière qui est juste extraordinaire. C'est, comme j'ai dit, parce que je suis aussi administrateur du comité olympique, nous sommes la seule fédération qui n'avons rien à prendre, nous avons tout à partager. Tout à partager avec les autres. Et le sujet sur lequel Ah si, j'ai un truc à te dire, parce que tu as dit que vous étiez la fédération numéro 1. Par tranche d'âge, la fédération numéro 1, c'est l'UNSS. 1 200 000 enfants, un enfant sur 5. Et le foot, je tiens à le dire... On joue beaucoup au foot à l'UNSS aussi. Oui, et c'est ce que j'allais dire. Il y a une grande expansion, et je dois voir aussi M. Moreton, le président de la fédération de tennis, qui a beaucoup d'idées pour développer le tennis à l'UNSS. Et le foot prend énormément de place, et du côté féminin. Et pas seulement sur le foot à 11, mais beaucoup sur le foot en salle qui est énorme. Nous sommes aussi une fédération où la parité est de mise, et dans toutes les pratiques. L'inclusion est une des choses les plus importantes parce que le professeur d'EPS est le seul professeur de toute une école à voir un enfant bouger, à savoir s'il va bien. Et l'importance du sport, il faut la mettre aussi dans ces dimensions-là. Un enfant, et je parle d'inclusion quand il y a le cross, des enfants valides courent avec des enfants handicapés. Et il faut vraiment venir voir ça parce que cet enfant handicapé, lorsqu'il retourne dans son école, ça ne sera plus jamais le même. C'est-à-dire que nous avons cette particularité de savoir-faire. Aujourd'hui, je viens d'un sport collectif, on ne fait rien tout seul. Les sujets de l'éco-responsabilité nous touchent énormément. Ce qui nous surprend surtout, c'est qu'il y en a partout et que finalement, on commence à s'y perdre un petit peu et que nous sommes volontaristes pour accueillir tous les grands acteurs de l'éco-responsabilité parce que c'est un fait chez nous. C'est un fait chez nous. Nous avons, et je veux pour pas dire de bêtises, nous avons 250 000 éco-délégués. Dans chaque AS, il y a un éco-délégué. Nous avons 160 000 jeunes officiels. C'est nous qui formons aujourd'hui, pour nos fédérations, les futurs arbitres. Il y a une particularité, c'est que nous sommes censés éduquer ces jeunes. Je vais vous dire une chose qui est assez hallucinante. Sur ce sujet de l'éco-responsabilité, ce sont les jeunes qui nous éduquent. Ils n'ont pas attendu qu'on leur donne les voies pour aller à l'éco-responsabilité. C'est eux qui la réclament. Donc sur ce sujet-là, nous sommes à l'écoute, nous développons énormément de choses. Ça fait très longtemps que comme je dis, je vais vous prendre un exemple. Pour gagner de l'argent, il faut déjà apprendre à mieux le dépenser. Et pareil,
d'abord, avant de parler d'écologie, savoir comment, dans nos pratiques quotidiennes, nous pouvons faire la même chose en réduisant nos émissions carbone. Aujourd'hui, il serait très difficile de dire on arrête de faire se déplacer ces jeunes, ils ne se rencontreraient plus. Donc, nous avons réfléchi sur, par exemple, la restauration. Aujourd'hui, l'éducation nationale, et sur tous les territoires, parce qu'on va revenir et discuter des territoires, ils sont déjà depuis très longtemps sur les circuits courts. Aujourd'hui, partout où nous allons, nous ne voyons même plus un enfant avec une bouteille en plastique. Ils se sont déjà appropriés ce modèle-là. Ils plantent des arbres, ils font énormément de choses. Sur, par exemple, le déplacement des enfants, ce qui prend énormément qui nous prend énormément d'argent, c'est-à-dire, je vais vous dire, sur un budget de 30 millions, nous avons 5,8 millions de déplacements pour que ces enfants puissent se déplacer partout en France. Nous sommes en train de réfléchir, nous avons déjà commencé à travailler sur le fait de travailler en mutualisation. C'est-à-dire que, comme le font un petit peu les compagnies low cost, le principe du hub, ça veut dire d'aller collecter tous ces enfants au fur et à mesure, d'avoir un transport beaucoup plus intelligent, nous sommes déjà dessus. Si nous parlons des territoires, s'il y a une très grande force, et c'est pour ça que nous signons énormément de conventions avec toutes les fédérations. Je pense que ça n'existe pas. La seule fédération qui signe des conventions avec toutes les fédérations, c'est l'UNSS. Parce que tout simplement, nous sommes présents partout. Et partout, ce n'est pas seulement sur tous les territoires, c'est en milieu rural. En milieu QPV, nous en parlions. Le problème du QPV, c'est, oui, on essaye de développer du sport, mais souvent, ce n'est pas possible, parce que les seuls clubs qui sont présents sont le club de foot et le club de boxe. Et là, on a un petit problème depuis très longtemps pour le développement du sport féminin dans ces quartiers, où elles n'ont pas accès. Le seul endroit dans les QPV où les jeunes filles peuvent faire le sport qu'elles veulent, et nous pouvons réfléchir à comment, après, les envoyer vers des clubs un petit peu satellites autour, c'est à l'UNSS. Parce qu'elles sont protégées à l'intérieur de la structure scolaire. Nous avons des associations, 9000 associations en lycée et collège, parce que nous nous occupons des collèges. Mais nous devons réfléchir encore plus loin, parce que si nous associons la colonne vertébrale, comme je dis, parce que l'UCEP, c'est le primaire, la FFSU, l'universitaire, nous devons redéployer une colonne vertébrale de l'éducation par le sport. Et à ce moment-là, l'UNSS sera encore plus favorable et ira plus dans le sens d'être un initiateur, une base pour toutes les autres fédérations, une base pour une nouvelle manière de réfléchir le sport et réfléchir le sport par l'éducation. Pour nous, c'est important parce que nous ne formons pas seulement des sportifs, et c'est ce que tentent, et toutes les fédérations vont vers ça, nous préparons aussi les citoyens de demain. Merci beaucoup Olivier pour toutes ces précisions que l'on partage. Tu as raison de souligner que le professeur d'éducation physique, c'est le seul qui voit notre enfant dans un environnement différent et qu'il va pouvoir déceler des qualités, tu l'as très bien rappelé en introduction, que d'autres enseignants ne verraient peut-être pas, et il va pouvoir déceler aussi des problématiques que les autres enseignants ne verraient peut-être pas et des qualités sur lesquelles il pourrait appuyer pour justement faire des citoyens de demain. Olivier, je vais te poser une question compliquée. Non, mais très, très librement. Moi, je dirige un think tank européen. Ça veut dire qu'on fait du benchmark, on fait des comparaisons sur les systèmes éducatifs. Et on peut se demander aujourd'hui, en faisant ces comparaisons, si l'école française, et l'UNSS inclus, parce que tu l'as très bien souligné, l'UNSS est dans le ministère de l'Éducation, est suffisamment innovante, et c'est ça la question, est suffisamment innovante pour ne pas se contenter de dire, ce que tu as raison de dire, hein, que les enfants ont certains réflexes et nous apprennent, mais pour pouvoir justement faire rentrer dans l'école et dans l'UNSS des outils, des méthodes, des obligations peut-être à donner aux enseignants qui doivent se remettre eux aussi en question sur une école qui se cherche, qui se réfléchit, qui veut être aussi dans l'air du temps.
Et finalement de pouvoir en plus, et tu l'as souligné, c'est remarquable, pratiquer une activité le mercredi après-midi et des activités diverses et variées, mais amener un module pédagogique un petit peu obligatoire, c'est un peu ce dont parlait Guillaume, pour pouvoir passer une sorte de petit code de la route. C'est ce que l'on fait dans d'autres pays, en particulier avec certaines fédérations qui sont au bord du littoral, au bord de la mer, c'est-à-dire je vais te donner un surf, tu vas pratiquer l'activité de surf au bord de la mer, mais je vais t'apprendre avant les actes, les gestes éco-responsables dans ta pratique, et tant que tu ne les auras pas assimilés, ça ne va pas prendre 1 heure, ça va prendre quelques minutes, tant que tu ne les auras pas assimilés, tu n'auras pas ton surf pour aller t'amuser dans l'eau. Tu vois ce que je veux dire, Olivier? Et est-ce que tu sens que tu es prêt? Est-ce que tu portes ces sujets? Et qu'est-ce que tu vas faire pour amener l'innovation à l'école? Le truc, c'est que tu as dit quelque chose qui est une erreur que nous ne devons pas commettre. Nous ne devons pas forcer les gens à accepter, par exemple, la lutte contre l'homophobie, la discrimination, l'éco-responsabilité. Dès que nous mettons ce mot « forcer », nous avons déjà perdu. Et là où c'est très intéressant, c'est que souvent, nous nous accrochons à des modèles qui ont déjà explosé. Et le modèle du sport a déjà explosé. C'est-à-dire que forcer un enfant, nous avons les collèges et les lycées, à faire du sport, c'est aller au-delà de ses envies. Emmener un enfant à faire du sport, c'est une autre histoire. Et on parlait de ce qui a changé ces 15 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, nous devons accepter que nous vivons dans un monde différent et nos enfants sont complètement accrochés à ce monde-là. Ils ne regardent plus la télé linéaire depuis très très longtemps. Donc l'information, ils l'ont sur leur tablette. Et que si il y a encore 20 ans, un enfant n'avait pas fait de sport, il n'y avait rien qui l'enlevait de cette ligne directrice qui disait le sport est important et finalement on pouvait l'y ramener. Aujourd'hui, un enfant qui n'a pas fait de sport à 12 ans a déjà trouvé des remplacements. Donc nous le faisons toujours, nous arrivons à en emmener d'autres, mais anticipons ce qui va se passer dans les années à venir. C'est pour ça que je te parlais de la colonne vertébrale du sport scolaire, mais elle prévaut dans tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour emmener un enfant, il faut l'emmener le plus jeune possible, pour qu'il l'assimile et que ça soit son choix d'avoir envie de faire du sport, d'aimer le sport. Tu sais, il y a des enfants qui n'ont pas accès au sport, donc là, nous sommes là pour les aider, nous le disons tous les jours, parce que la vraie contribution aussi de l'UNSS, c'est que c'est la licence la moins chère. C'est-à-dire qu'une famille, et c'est très peu su, c'est un travail que nous devons faire, une famille ne payera que 20 € pour que son enfant fasse du sport. Et le sport qu'il souhaite, en tout cas l'initier au sport, et que demain, peut-être, il ira s'inscrire dans un autre club. Faire plus de sport, après, ce n'est plus notre vocation. C'est ce que nous voulons transmettre aux fédérations. Mais pensons, comme nous devons, à nos âges, nous forcer à l'écologie, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de notre ADN. Nos enfants sont nés avec. Et ce sont eux le futur de la planète. Donc eux, ils sont déjà impliqués. Donc il faut les emmener pour le sport, nos habitudes à nous, les emmener de plus en plus jeunes pour que en fait, ça soit leur appropriation. Merci Olivier pour ta réponse. Je t'en pose une dernière qui est aussi compliquée. On en a débattu un petit peu. Après, je reviendrai vers toi, Viviane, pour se projeter un petit peu sur l'avenir et vers toi aussi, Guillaume, sur l'avenir. On a évoqué aussi tes volontés d'avenir. On parlait du fléau de la sédentarité. On constate aujourd'hui que les écrans, ce que l'on appelle l'e-sport, qui en fait n'est que des jeux vidéo, même des jeux de combat, n'est pas le lieu de transmission de valeurs le plus épanouissant, même si, je ne veux pas tout noircir, il y a aussi des études médicales qui montrent qu'on peut apprendre en jouant à des jeux vidéo, on peut renforcer des facultés cognitives, mais on est face à quand même un courant très puissant de nos sociétés, des lobbies très puissants qui incitent les jeunes, tes diamants bruts que tu as entre les mains, à jouer de plus en plus, et on sait qu'il y a de véritables addictions. On sait même aujourd'hui avec des études médicales qu'il y a de nouvelles maladies mentales qui sont en train de surgir avec ces addictions. Donc moi je pense que ton principal concurrent, c'est ça, c'est lui, c'est l'écran.
et je jette la pierre à personne. Moi aussi, je suis addict à mon téléphone, donc c'est très difficile de sortir de ces addictions. J'entends ce que tu dis quand tu dis il faut les faire venir, mais quel est ton plan, quelle est ta stratégie, quelle est ta volonté pour justement faire sortir ces gamins de chez eux, de certains comportements asociaux et évidemment sédentaires, parce que, qu'on le veuille ou non, les lobbies de l'e-sport nous feront jamais dire que bouger son pouce, c'est du sport. Tu peux le confirmer, j'imagine. Olivier, excuse-moi pour la deuxième question compliquée, mais je voulais avoir aussi ton avis là-dessus, dans la transmission de valeurs éducatives, pédagogiques sur nos sujets d'environnement et évidemment d'inclusion et d'amener un maximum de jeunes vers cette activité physique. Écoute, il faut accepter une chose, c'est qu'on ne pourra plus jamais revenir en arrière sur l'addiction aux écrans. C'est-à-dire que c'est une manière de fonctionner. Avant, il y avait l'addiction à la télévision, souvent, des gens qui étaient plantés devant leur télé toute la journée. Aujourd'hui, ces jeunes ont cette addiction à l'écran. De toute manière, nous ne pouvons pas passer à travers. Donc, il doit y avoir aussi une éducation à l'utilisation à l'écran et on va devoir avoir des cours d'éducation à la technologie. Apprendre à ces enfants à utiliser cet outil. Aussi à prévenir des risques de cet outil. Et ça, pareil, on doit le faire du plus jeune âge. Après, nous sommes tous différents face à cette proportion des outils numériques qui inondent la vie de nos enfants. Je vais prendre mon exemple tout simple. Ma fille, quand elle a eu 5 ans, je lui ai dit tout de suite que c'est un outil fantastique. Et vu qu'elle posait beaucoup de questions, je lui ai appris que cet outil, en fait, c'était nos bibliothèques de l'époque. Nos bibliothèques de l'époque. Et elle posait beaucoup de questions, disait « Papa, est-ce que tu sais? Qu'est-ce que c'est ?» Je lui dis là, papa ne sait pas, allons voir. Et donc, on peut apprendre nous-mêmes déjà, chaque parent, à dire à nos enfants que cet outil, il est fantastique. Parce qu'il l'est. Il est mal utilisé, mais il est fantastique. J'explique à ma fille que moi, quand j'allais à la fac et que j'avais un devoir, il fallait que j'aille à la bibliothèque, chercher l'information, je n'étais pas sûr de la trouver, et en fait, pour une petite information, c'était 3 heures de mon temps. Eux, ça, ils l'ont en un clic. Donc, l'éducation à l'utilisation de ces supports numériques doit être aujourd'hui, il y a beaucoup de collectivités qui se sont déjà emparées de ça, des mairies, les mairies pour les écoles primaires, évidemment les collèges aussi qui utilisent de plus en plus ces supports, ça ce sont nos conseils départementaux, et en fait on doit tous s'en emparer pour avoir une meilleure intelligence et puis surtout qu'on se rapproche, qu'on ne s'écarte pas de nos enfants. Parce qu'à vouloir faire perdurer un modèle qui était le nôtre, la seule chose que nous allons entraîner, c'est un éloignement entre la réalité que vivent nos enfants et celle qu'on veut pour eux. Merci Olivier. Et en cela, j'ai vu qu'il y avait des petits débats sur les chiffres tout à l'heure entre les fédérations. Il y a aussi la pratique libre, la pratique d'un sport, d'une activité physique libre, non encadrée, qui se développe beaucoup, d'ailleurs chez le public féminin aussi, et qui amène un contact avec la nature, parce que ces écrans, ils éloignent finalement les enfants d'un contact avec la nature. Et comment, en s'éloignant d'un contact avec la nature, ils pourraient la protéger? Évidemment, cette problématique, elle concerne notre secteur, le sport, mais pas que. Je crois que les écrans sont un fléau important et je pense que le sport a des solutions, le sport outdoor évidemment, mais aussi les fédérations sur cette question de rapprocher l'enfant finalement avec un contact humain, mais un contact aussi avec son environnement naturel. Alors juste, je ne vais pas prendre trop la parole. Oui, on accueille Mathieu Notaire aussi. Bonjour Mathieu. Des heures. Nous sommes intéressés aux pratiques libres. C'est-à-dire qu'évidemment, nous exerçons à l'intérieur de l'UNSS tous les sports de nos fédérations. Mais pas seulement. Nous faisons aussi des combinaisons entre certains sports. Parce que notre but, c'est la découverte. Et puis, finalement, l'enfant va se diriger tranquillement. Par exemple, tous ces sports où on utilise le crossfit, il y a ça à l'UNSS aussi. C'est-à-dire que l'important, c'est de les mettre au sport. Et bizarrement, si tu les mets au sport, n'importe quel sport qu'il soit, à un moment, ils suivront une voie parce que beaucoup de sports sont liés. Aujourd'hui, nous avons le breaking qui est devenu un sport olympique. C'est un carton. Mais le breaking est lié aussi à la gymnastique. C'est-à-dire qu'il y a plein, les sports de base,
la musique également. Parce que dans le breaking, il y a aussi la partie culturelle avec la partie musicale, l'histoire de la musique. Donc il y a plein de choses que nous devons développer, mais finalement elles ne se développeront pas si nous ne le faisons pas ensemble. Et c'est pour ça que je sais que tu vas venir sur le sujet des territoires. Dans notre fédération, nous avons la chance que dans notre conseil d'administration, il y a le président de l'Indre, du conseil département de l'Indre, qui est aussi le responsable de l'ADF, des départements de France. Donc ce travail sur les territoires, ce travail sur le terrain, aujourd'hui, c'est le travail que nous devons appliquer parce que c'est celui qui est le plus important. Il faut retourner la bouteille, partir de la base pour remonter vers le haut. Merci beaucoup Olivier. Merci Mathieu de nous rejoindre sur ce... Je m'excuse vraiment profondément parce que là c'est... Tu es pardonné, à moitié pardonné, on va dire. Ce matin, c'est un moment important parce qu'on faisait le déménagement du marché du centre-ville de Saint-Denis. C'est toujours des moments un peu complexes et donc ça m'a pris un peu de temps. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Je sais que le sport, l'activité physique, c'est un sujet que tu as traité sous tes différents mandats et sous ton dernier mandat. On a entendu des acteurs sportifs là parler ce matin de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, qu'est-ce qu'ils mettent en place et qu'est-ce qu'ils pourront et qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place pour atteindre les objectifs de ce forum, donc zéro carbone, zéro exclusion, zéro pauvreté. Donc ma question, elle est simple, elle est directe, Mathieu. Qu'est-ce que toi tu mets en place et qu'est-ce que tu aimerais pouvoir, dans le futur, mettre en place qui pourrait tendre vers ces objectifs? Bon alors, finalement, la spécificité de notre action aussi, c'est pour ça que je pense que, mais quelque part, ça doit nous servir de modèle. C'est qu'on est une des principales villes qui va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques, volumétriquement parlant, en termes de nombre d'épreuves, etc. Nous, effectivement, on pense que ça sera des Jeux Olympiques réussis si ces Jeux Olympiques, ils laissent une trace en profondeur. Une trace dans la ville de Saint-Denis, bien sûr, dans sa mutation urbaine, c'est déjà en cours, une trace aussi dans la dynamique positive, économique, de qualité de vie qu'on arrive à avoir au quotidien, une trace aussi dans l'évolution des pratiques qui sont les nôtres. Et ça vaut à la fois sur une dynamique sportive, ce que j'entendais à l'instant, parce que oui, effectivement, c'est un combat de santé publique, de faire du sport aux jeunes en particulier. C'est bien sous cette approche-là qu'il faut le voir, parce que pour bien vivre en société, effectivement, le plus grand fléau de demain, c'est plus le tabac, hein, c'est la sédentarité. Vraiment le fait de ne pas bouger. C'est vraiment ça la plus grande menace sur la santé des générations futures, c'est cette question de la sédentarité. Je ne dis pas qu'il faut que les jeunes fument, hein, évidemment, mais je veux dire, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive, nous, à changer nos propres logiciels de finalement quels sont les dangers pour les jeunes, pour les ados, pour mettre en place les bonnes politiques du coup de prévention. Et de ce point de vue-là, effectivement, le levier olympique, il est extraordinaire. Alors, moi, je pense que notre responsabilité, c'est parce qu'on a la chance d'avoir ce levier, de ne pas rater le coche, et pour que ça ne soit pas qu'un feu follet, qu'un moment donné pendant quelques mois, voire 2 ans, etc., et que finalement, dès les JO passés, voilà, fermer le rideau et on repart à la case départ. Il faut bien que ça laisse des traces en profondeur. Donc, on a été une des premières villes à mettre en place, par exemple, le sport à l'école, les 30 minutes, voilà, quasiment même avant que le programme national se mette en place. On est en train de développer, on a organisé un changement en profondeur de nos écoles municipales des sports pour essayer de mieux les rationaliser, pour maximiser aussi notre impact. Parce que finalement, bien trop souvent, on avait des fois par facilité, à la rentrée par exemple, on divise par 2 le temps des écoles municipales des sports. Pourquoi? Parce qu'on avait des écoles municipales des sports, promis, j'ai vu le message, qui étaient sur une durée de 3 heures. Olivier, c'est mieux que moi, sportif de haut niveau, c'est pas vrai qu'on fait faire 3 heures de sport de suite déjà à des professionnels et encore moins à des enfants. Donc la question, c'est comment est-ce que ce temps qu'on avait
d'étapes, de personnel formé, on l'utilise au mieux. Et ben, en s'organisant différemment aussi, en mettant aussi un peu plus de moyens, on va pouvoir doubler le nombre d'enfants accueillis dans nos écoles municipales des sports. La suite, c'est quoi? C'est la question des équipements, évidemment. On connaît notamment dans les grandes métropoles, en Ile-de-France en particulier, la question de la faiblesse des équipements. Donc il faut développer des équipements, mais on n'en développera jamais assez. Et donc moi, je rejoins sur ce qui a été évoqué. Il y a vraiment, aujourd'hui, il faut culturellement apprendre à faire du sport partout, tout le temps. Voilà. Et en fait, plus que du sport, vraiment, c'est de la question de l'activité physique. Je pense vraiment que c'est là-dessus qu'il y a une évolution à prendre. C'est-à-dire que ça doit vraiment rentrer dans les têtes de chacun et de chacune et de faire s'immiscer finalement la pratique d'activité physique et sportive un peu partout, là où on peut. Et de ce point de vue-là, les nouveaux sports émergents sont vraiment une opportunité gigantesque. Moi, j'en ai beaucoup discuté, notamment quand il y a eu des débats difficiles, quand il faut choisir le programme des épreuves olympiques. Ce n'était pas notre responsabilité, mais on a aussi donné notre avis au COJO. Et moi, j'ai validé complètement l'avis du COJO de dire qu'il faut faire rentrer ces nouveaux sports. Pas parce qu'il faut faire du buzz, pas parce que ça fait bien et qu'à la télé, si ça, etc. Tant mieux si ça fait bien à la télé, qu'il y a des belles images sur l'Arc de Triomphe, de breaking, etc., etc. Mais avant tout, parce que l'enjeu des Jeux Olympiques, c'est pas que une compétition, c'est pas que de réaliser une fête du sport, c'est que ça influence en profondeur une société. Et donc de montrer qu'on peut faire du sport de plein de manières différentes et que par ailleurs ça se retrouve au plus haut niveau, au top du top, regardé par 4 milliards de téléspectateurs, etc. Là, on a un impact et on utilise ce coup de projecteur incroyable. Merci Mathieu, merci beaucoup. Et tu connais ton territoire mieux que quiconque. Mais je vais te reposer une question. Sur qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a une nouveauté en Seine-Saint-Denis à la rentrée. Je t'en prie. Pas la mairie qui le porte, mais c'est mon ancienne maison, le département de la Seine-Saint-Denis, qui met en place que c'est aussi ça, c'est aussi des questions financières, un passeport qui se cumule avec le passeport national pour tous les élèves de 5e, 100 €, voilà, pour permettre... Donc vous doublez la mise? On fait même plus que ces 50 €. Donc là, c'est 100 € de plus. De plus, d'accord. De plus, voilà. Que pour les 5e, mais pour tous les 5e. Pour aussi éviter... parce qu'il y a aussi un enjeu de mixité sociale dans les clubs. Le but, c'est pas d'avoir des clubs qui sont... spécialisés sur certaines typologies de public. Vraiment, on veut que... Parce que c'est aussi un moment de partage, donc c'est aussi un moment d'apprentissage de la citoyenneté et de la vie en société. Et donc, de ce point de vue-là, d'avoir une aide universelle, on a beaucoup discuté avec Stéphane Troussel, le président du département, ça nous semblait important. Merci beaucoup, c'est une action très concrète. Mathieu, je vais te poser une question sur l'aspect levier, c'est-à-dire l'utilisation des Jeux Olympiques pour initier le changement sur tes territoires. Toutes les études montrent, pas qu'en France, mais à l'international, qu'un grand GESI, ce qu'on appelle un grand événement sportif international, que seront les Jeux, ont un héritage sur certains sujets qui est dans la durée très court. C'est-à-dire que sur les sujets d'inclusion, d'insertion, même d'activité physique, en particulier pour les populations en situation de handicap, même si on va bien diffuser des Jeux paralympiques, ça va être super sympa, nos mentalités vont changer pendant quelques temps pendant la diffusion, et puis après on voit qu'il y a un tout petit peu plus de pratique, et puis ça redescend très vite. Donc ça, malheureusement, c'est des études scientifiques qui reviennent sur ce que tu appelles un peu le feu follet. Comment est-ce que tu te pars, toi, sur ton territoire, surtout puisque tu es quand même responsable de ta population aussi, et il ne faut pas leur vendre du rêve non plus, d'indicateurs qui pourront faire qu'avec certitude, il y aura, en particulier aussi dans la thématique de l'emploi, des impacts durables. Mathieu, je te challenge sur cette question qui est complexe, j'en ai conscience. Non, mais c'est pas qu'elle est complexe, c'est qu'il y a plusieurs facettes et plusieurs réalités derrière. D'abord, moi, là, je peux m'exprimer du coup en tant que maire de Saint-Denis, mais aussi parce qu'on a créé avec les villes qui accueillent des grands événements sportifs internationaux, les GESI, une association qui s'appelle Territoire d'événements sportifs. Si vous ne la suivez pas sur Twitter, je vous invite à le faire, évidemment. Mais le but, c'est de fédérer justement les collectivités qui sont en fait en première ligne, pas sur l'organisation, mais sur tout ce qui se passe autour. Et donc, justement, comment est-ce qu'on organise aussi la plus-value pour les territoires, pour le pays, de l'accueil d'un grand événement sportif. Et avec l'idée de dire, on recommence toujours tout à zéro. Donc en fait, à chaque fois qu'on accueille une Coupe du Monde, à chaque fois qu'on accueille un championnat d'Europe, à chaque fois, en fait, on se remet au départ, voilà. Et voilà, comment est-ce qu'on crée
dans notre pays une vraie ingénierie de projet là-dessus, avec une mémoire qui se transmet pour qu'y compris d'événement en événement sur les 10, 15, 20 ans qui viennent, on arrive à monter en charge à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment la mission principale de cette association, plus celle, accessoirement, d'organiser le lobby des collectivités locales, parce que bien souvent, on se fait marcher dessus par l'État, et donc on aimerait bien un peu plus être aussi en capacité de faire valoir notre point de vue. Donc, pardon Mathieu, excuse-moi, je te coupe, avec des indicateurs. Parce qu'on a beaucoup parlé dans le débat d'amener la charge de la preuve et que les nouvelles générations attendent aussi la charge de la preuve. Ça veut dire que tu as des indicateurs dans cette association. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Okay. Oui, mais les jeux arrivent mais parce dans 2 ans. Justement, on est aussi dans l'urgence de l'organisation déjà. Voilà, cette association, elle était issue d'une autre association, mais qui était un peu moribonde, et que là, maintenant, on est vraiment en train de redynamiser, dans lequel on travaille beaucoup d'ailleurs avec des partenariats privés pour aussi, parce que on est sur des écosystèmes qui sont forcément publics-privés quand on parle de l'organisation de grands événements, et donc de bien comprendre le chaînage de l'organisation d'un événement. Donc on développe des ingénieries communes sur la réalisation par exemple des villages rugby, voilà, pour essayer de, y compris, se servir des bonnes pratiques des uns et des autres. À ce stade, c'est vrai, plutôt d'une manière empirique que d'une manière scientifique. Mais c'est des choses qui vont se construire parce que la démarche, elle est là. Très concrètement, moi je veux juste repartir d'une phrase que tu as évoquée, c'est que la première chose, c'est qu'il ne faut pas vendre du rêve. Et il ne faut pas faire croire aux gens que le Deus ex machina, ça existe. Que ce n'est pas l'accueil, notamment sur la population, des Jeux olympiques et paralympiques, qui sont la plus grande manifestation mondiale, qui va tout changer. Moi, je le dis souvent, si couler du béton, ça changeait la vie des gens, ça se saurait. Et d'ailleurs, à Saint-Denis, on serait les champions parce que franchement, on en a beaucoup coulé ces 20 dernières années. Voilà, il n'y a pas que à Saint-Denis, c'est bien. Mais donc, c'est construire, je dis couler du béton, construire. Parce que souvent, c'est quand même, à la base, ça part de construction. Donc la question, c'est comment est-ce que ces constructions, ces évolutions, éventuellement, sont des facteurs d'opportunité pour enclencher les choses et pour à la fois faire une ville différente, une ville plus équilibrée, ça c'est un vrai héritage, ou une ville plus harmonieuse dans laquelle on a envie de se promener, et en même temps, qui aussi a des retombées en termes de dynamisme économique. De ce point de vue-là, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on ne peut pas appliquer le modèle JO à l'ensemble des autres grands événements sportifs, même à la Coupe du Monde de football, qui est le deuxième, etc. Ça n'a rien à voir. Les JO, ils ont une chose que aucun autre événement n'aura, c'est qu'il y a un héritage matériel extrêmement lourd, conséquent, plus de 2 milliards d'euros voilà, sur la Seine-Saint-Denis entre l'argent public et l'argent privé, qui sont investis immédiatement. Donc là, il y a des questions vraiment spécifiques relatives aux Jeux Olympiques dont on ne peut pas complètement tirer les enseignements pour le reste. Mais néanmoins, là-dessus, parce que c'est des événements à caractère exceptionnel, s'il y a une leçon commune, eh bien, il faut qu'ils nous servent aussi de démonstrateurs de solutions. Là, grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques, je suis venu avec mon adjoint Laurent Monnet, qui est aussi président du SMIREC, le syndicat de réseau de chaleur. Grâce aux Jeux Olympiques, on va pour la première fois réussir, en Ile-de-France, en tout cas ça s'est déjà fait ailleurs dans le monde, mais à récupérer l'énergie des data centers pour la réintroduire dans notre réseau de chaleur, et ce qui va nous permettre de développer un réseau de chaleur chaud, mais aussi un réseau froid, pour que dans les bureaux, la piscine olympique, le centre aquatique olympique et peut-être demain les hôtels qui seront autour, on aura si je puis m'exprimer ainsi, une clim bio, quoi. On aura du froid qui sera produit sans impact sans effet de serre, sans rien, parce que ça sera sans rejet de chaleur, voilà, je vais chercher, excusez-moi, parce que ça sera de la géothermie froide. Là, on est vraiment sur quelque chose où, honnêtement, sans les JO, on n'aurait jamais réussi à vraiment, d'ailleurs, on est en train de finir, à forcer, on peut le dire aussi, les data centers à se mettre dans cette dynamique-là, parce que c'est vrai qu'on était, en tout cas, jusqu'à les évolutions énergétiques récentes, on était sur de la récupération de chaleur fatale qui, par rapport à d'autres sources de production fossiles, ne valait moins le coup, en fait. Mais pourtant, elle existe, elle est là, elle est produite. Voilà, là, on est vraiment sur un cas très précis de choses qu'un grand événement sportif nous a permis
de démarrer. Merci beaucoup Mathieu. Et effectivement, cette question de l'héritage, elle est sur le matériel et l'immatériel. Pour que l'immatériel soit durable, il lui faut des objectifs et des indicateurs. Mais même sur le matériel, tu parlais de ne pas réinventer la roue, construire aussi des infrastructures, des city-stades, et je ne veux pas stigmatiser un sport, sans analyser aussi sa population. Ça peut à chaque fois reproduire les mêmes erreurs. Les city-stades dans les QPV, c'est des lieux d'exclusion des filles. On le sait. Donc, sous ta casquette de politicien, j'imagine que tu connais ces écueils. Donc, même l'héritage matériel, il doit aussi s'analyser, se comprendre pour ne pas reproduire aussi les erreurs d'exclusion, comme on est face à un objectif du forum qui est zéro exclusion. On sait très bien aujourd'hui, malheureusement, dans les quartiers sensibles, que les lieux de pratique de l'activité physique sont des lieux d'exclusion de population. On est sur quelque chose qui est assez simple à comprendre. C'est que, en fait, c'est comme dans la société. Si c'est une société sans règles, qui est-ce qui gagne? C'est le plus fort. Celui qui arrive à s'imposer. Voilà, la loi du plus fort. Quand on fait un espace sportif, un city-stade, et qu'on n'accompagne pas par des règles, par des organisations qui demandent du temps, et souvent du temps humain derrière de gestion, qu'est-ce qui se passe? C'est les plus forts qui gagnent. C'est ça. Voilà. Et donc, ça, c'est vrai que moi, je suis convaincu qu'encore une fois, l'investissement dans les city-stades, il doit bien se réfléchir, pour y compris positionner bien. Il n'y a pas de mauvais sport, il n'y a pas de tout ça, mais en fonction des objectifs qu'on souhaite atteindre, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on positionne comme typologie de sport dans des aires de sport, d'ailleurs plus que des city-stades, multisports. Et après, de quel accompagnement on met en place? On a des assos qui interviennent sur Saint-Denis, je pense à Sport dans la ville en particulier, qui fait vraiment un super boulot là-dessus. Mais c'est jamais une asso qui peut, en fait, ce qu'on essaye de faire, notamment autour du quartier des Francs-Moisins, parce qu'on a monté en place une démarche de budget participatif là-dessus, où on va construire au milieu d'un objet olympique qui est la passerelle qui va relier le Franc-Moisin au Stade de France, qu'on est en train de construire. Au milieu là, de la rampe, on va pouvoir développer une sorte de city-stade, aire de sport. Mais une des manières que nous, on veut le faire, c'est justement en incluant la population, y compris dans la gestion du lieu, pour qu'il y ait aussi un sentiment finalement d'appropriation du lieu par une diversité de publics qui naissent et des organisations qui se génèrent, qui peuvent parfois être des organisations très carrées municipales, mais aussi de l'auto-organisation quand c'est pensé en amont, réfléchi. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Merci beaucoup Mathieu pour ces précisions. Je vais peut-être donner la parole à la salle maintenant, mais je reviendrai vers vous quatre, puisqu'on se l'était promis, sur une envie, un désir, un objectif vers le futur. Donc ces 20 minutes vers la salle vont vous laisser le temps à vous quatre d'essayer de soulever une action à Roland-Garros, dans les clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2, à l'UNSS et sur les territoires, que vous avez envie de mettre en place, que vous rêveriez de voir dans les années à venir se mettre en place pour essayer d'atteindre ces fameux objectifs de zéro carbone, zéro exclusion et zéro pauvreté. Donc je reviendrai vers vous et pour l'instant je vais essayer de vous solliciter, voilà, la salle, si vous avez des réactions. Viviane, je te pique ce micro pour l'instant. Merci beaucoup. Et si vous pouvez vous présenter, puisque c'est vrai que c'est très intéressant, on se l'était dit au début que des personnes qui sont en dehors du monde du sport, de notre secteur, alors je ne sais pas si vous l'êtes ou pas, puissent avoir aussi un regard bienveillant mais critique sur ce qui peut se passer aussi dans notre secteur et notre univers. Je vous en prie. Bonjour à tous, merci pour la présentation. Moi je fais partie du milieu du sport, j'ai été ancien sportif de haut niveau et j'ai quelques questions pour Viviane et pour vous Guillaume. Plutôt écologique, pas plutôt mission sociale. Écologique au niveau des recyclages des balles de tennis, c'est 10% qui sont recyclés chaque année. Qu'est-ce que vous faites des 90% autres, à part des surfaces? Je me suis penché sur le sujet, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de solutions, donc je voulais voir un peu ce que fait la Fédé dessus. Et la question pour le football, c'est que faites-vous des 3000 litres d'eau chaque seconde utilisés pour arroser un terrain de foot? Quelles sont les pistes de réflexion là-dessus? Donc ça fait 100 milliards de litres d'eau chaque année en France juste pour les terrains de foot. Et donc je voulais savoir quelles sont les pistes de réflexion là-dessus. Merci beaucoup pour votre question. Tu disais, Olivier, que les jeunes nous poussaient dans nos retranchements.
Viviane, merci beaucoup pour votre question qui est concrète et compliquée. Viviane, et puis après Guillaume. Ah ben, c'est vraiment le cœur du sujet. Nous, sur le recyclage des balles, oui, il y a exactement ça. Aujourd'hui, on arrive à recycler chaque année 10%. On pourrait augmenter la collecte des balles dans les clubs, mais notre vrai sujet, c'est l'exutoire. Qu'est-ce qu'on fait de ces balles? Donc, on continue à avoir comme focus notre opération balle jaune, mais c'est difficile d'identifier nos terrains. Mais il faut savoir que maintenant, on est accompagné par Écologique. Je ne sais pas si vous savez, c'est l'organisme agréé par l'État qui nous aide à trouver des solutions, donc sur les 90% autres, qui ne sont pas forcément dans nos clubs. Alors, on dit que 10%, en vrai, il y a plus. Mais je ne veux pas trop débattre des chiffres, puisque on a beaucoup de balles qui finissent dans les salles de classe, qui finissent dans des milieux artistiques, dans des sols de salles de danse. Enfin, on essaye, on se focalise, nous, sur l'opération balle jaune, parce que c'est celle qui a du sens pour nous, parce qu'elle remet les gamins au sport, et c'est un peu le sujet. Mais oui, on y réfléchit. Donc, on travaille avec Écologique pour trouver des exutoires. On a fait partie de l'AMI 4R, c'est un réseau organisé par le Conseil régional d'Île-de-France pour essayer de trouver des débouchés qui va nous aider à financer des recherches. On travaille avec 2 bureaux d'études pour nous aider. Enfin voilà, on essaie de prendre nos responsabilités, mais c'est pas simple de recycler les balles. Parce qu'en fait, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les balles, c'est du caoutchouc, de la feutrine, de la colle, et que tout ça est difficile à séparer. Donc on travaille vraiment dessus. Notre objectif, c'est vraiment multiplier par 4 à horizon 2024. Mais pas simple. Merci Viviane, et on voit un exemple concret d'éco-responsabilité qui peut entraîner peut-être l'activité physique, ce que l'on recherche tous, parce qu'on a beaucoup parlé de ça, Mathieu, en t'attendant de la sédentarité. Donc on cherche aujourd'hui dans ce forum la transversalité. C'est un bon exemple aussi de transversalité. Guillaume, question pas simple non plus. Oui, une question tout à fait légitime sur la question de l'impact carbone de notre activité, parce que si on peut se vanter d'avoir plus de 2 millions de licenciés qui sont accueillis 45 semaines par an dans nos clubs, bah forcément c'est une activité qui laisse une empreinte sur notre planète. Donc ça c'est quelque chose qu'on a mesuré, tant d'un point de vue des transports, ce qui est important, 40 000 rencontres organisées chaque week-end, 3 millions de kilomètres parcourus pour se déplacer, pour déplacer les équipes, donc voilà, qui se font à 97% en covoiturage. Donc sur un certain nombre de volets, on est déjà bien avancé. Sur la question de l'entretien des terrains, il faut savoir que la propriété des terrains, et je parle vraiment sous le contrôle aussi de Mathieu Hanotin qui connaît le sujet, la propriété des infrastructures est celle des collectivités territoriales et des collectivités locales. Donc forcément, la marge de manœuvre pour les clubs est un petit peu plus réduite, on va dire. Néanmoins, parce que tout simplement, lorsqu'il y a par exemple des arrêtés municipaux qui sont pris pour empêcher l'arrosage des terrains, effectivement, le club sportif, il se plie à cette décision, et les instances sont aussi dans une logique de ne pas pénaliser les clubs qui ne pourraient pas utiliser un équipement parce qu'il manque d'arrosage. Voilà, on le voit beaucoup en ce moment, beaucoup en Nouvelle-Aquitaine. On risque d'assister à un report des premières journées de championnat de district et de ligue qui sont liées évidemment à la situation de sécheresse, conjuguée à celle des feux qu'on a pu connaître aussi pendant toute la période estivale. Donc il y a une adaptation, je dirais, de l'organisation des compétitions qui est nécessaire. Et puis, je dirais d'un point de vue plus structurel, aujourd'hui on a des terrains en gazon naturel, des aires de grands jeux en gazon naturel, mais il y a une politique d'accompagnement des infrastructures et de financement des infrastructures qui est initiée par la FFF depuis plusieurs années, à travers son fonds d'aide au football amateur, le FAFA, qui représente une enveloppe grosso modo de 20 millions d'euros chaque année, dont 12 millions sont dédiés au financement des équipements sportifs et notamment des terrains synthétiques. Voilà, donc c'est aussi une manière je dirais le remplacement du parc de terrains en gazon naturel par des terrains synthétiques est aussi une préoccupation aujourd'hui et un axe fort, un levier important d'action sur le sujet. Alors, j'anticipe la question, puisque vous avez peut-être vu des actualités très récentes sur le sujet de l'interdiction potentielle de la construction de terrains synthétiques à base de billes en microplastique. Effectivement, c'est un sujet qui n'est pas exactement nouveau. Il se trouve que dans la réglementation, ça risque d'apparaître prochainement. Mais les constructeurs de sols sportifs et de terrains synthétiques, et évidemment les collectivités qui portent des projets de construction de ces équipements, ont déjà anticipé. Et aujourd'hui, il y a 70%, je crois, des constructions de nouveaux stades en terrain synthétique, d'aires de grands jeux, pardon, qui ne sont
qui ne s'appuie pas sur des billes en microplastique. Voilà, donc c'est des remplissages, c'est comme ça qu'on appelle le remplissage des brins d'herbe sur le terrain. Ça peut être du sable, ça peut être des noyaux d'olive, de la noix de coco, etc. Avec chacun leurs contraintes, du liège. Voilà, chacun a ses contraintes, mais il y a des réflexions qui sont initiées depuis un petit moment, et donc voilà, cette nouvelle réglementation qui apparaîtra ne devrait pas être préjudiciable aux constructions d'équipements synthétiques. Merci Guillaume, et excuse-nous puisqu'on était aussi à l'origine de ce lobby à Bruxelles sur cette réglementation. Donc je sais que ça va inciter le changement. Parfois Exactement. le changement, pour Qui s'applique sur les territoires. Il faut aussi l'imposer. Donc je suis très content qu'il y ait déjà des volontés de s'adapter avec d'autres choses sur ces billes, effectivement, qui étaient très polluante et même néfaste à la santé, semble-t-il. Merci beaucoup Guillaume pour ta réponse. Une autre question, s'il vous plaît, si Bonjour. vous voulez bien vous présenter. Anne-Charlotte Demartin, je suis déléguée pour la relation avec la société civile, l'engagement citoyen, la jeunesse, et j'ai aussi le sport dans mon portefeuille, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous, on utilise énormément le sport pour tout un projet de développement, parce que ça nous permet de faire passer énormément de messages, principalement sur l'égalité entre les filles et les garçons, mais aussi sur d'autres sujets, notamment sur l'écologie, sur la santé, tout un tas de thèmes qui ont été abordés. Et donc j'étais curieuse, puisque vos deux sports, le tennis, le foot, sont des sports globalisés, sont insérés dans des systèmes économiques mondiaux, de savoir si vous aviez aussi une action à l'égard des pays dont peuvent venir plein de joueurs issus des diasporas qui peuvent pratiquer vos sports. Ça, c'est une vraie question. Et puis un petit commentaire de maman. J'ai deux fils qui sont dans des AS, un en section sportive. Et là encore, moi j'insisterai plus sur l'enjeu transformationnel du sport, sur des jeunes en construction et sur leur construction de citoyens. C'est très important. Et on n'en a peut-être pas assez parlé. Mais voilà, la question c'est qu'est-ce que vous faites sur l'international ? Merci beaucoup pour cette remarque. Évidemment, on n'a qu'une heure et demie, c'est un sujet hyper important. Viviane et Guillaume, vous êtes à nouveau sollicités rapidement pour une réponse, pour qu'on puisse prendre d'autres questions aussi. Nous, il y a une grosse politique qui s'est mise en place il y a 4-5 ans autour de la francophonie, et déjà de travailler avec tous les jeunes. On va aider à créer des centres de formation sur les pays de l'Afrique francophone. On a déjà des contrats de partenariat côté Sénégal et Bénin. Et voilà, c'est une politique qui a mis du temps à émerger. Il y a des partenariats qui existent depuis longtemps, mais là, il y a vraiment la notion de créer un centre de formation sur le long terme, mais à la fois sur la création de terrains de sport et aussi sur la formation d'enseignants. Guillaume, je t'ai piqué ton micro pour le donner à l'Assemblée. Tu as bien fait, les questions étant très pertinentes. Alors ma réponse va être assez rapide, puisque sur le volet international, de notre côté, la feuille de route, je dirais la philosophie et la mission qui a été confiée à notre structure à sa création, c'est de se concentrer sur les acteurs au niveau français. Donc on travaille vraiment, alors pas complètement en vase clos, parce qu'on se parle beaucoup avec nos homologues dans d'autres fédérations à l'étranger, etc. Mais on n'a pas d'action de solidarité internationale, c'est pas dans notre feuille de route. Néanmoins, puisqu'on recense quand même chaque année des initiatives qui sont portées par des clubs, donc nos opérateurs de terrain, les 15 000 clubs dont je parlais au début de l'intervention, il y a beaucoup de clubs qui sont actifs en la matière, qui ont des logiques de partenariat avec des structures associatives dans d'autres pays, dans d'autres continents évidemment, et on valorise ces initiatives pour essayer d'encourager leur duplication, leur généralisation. Je pense à un club, le club de la NDC Angers, qu'on a primé il y a quelques mois pour une action de solidarité internationale en lien avec le Mali. Donc ce club qui accueille des éducateurs maliens, un club que tu connais bien, Juliane, je crois, sur ton territoire en tout cas, et qui accueille donc des éducateurs et des éducatrices venant du Mali pour les former aussi à l'accompagnement et à la formation des jeunes joueurs et joueuses sur ce territoire. Voilà. Mais on n'a pas à proprement parler d'autres initiatives, nous, à l'échelon international. Merci à vous deux. Une autre question dans la salle, s'il vous plaît, si vous voulez bien vous présenter. Oui, Tristan Thomas, je travaille au programme sport de la Fondation de France. Désolé, les questions sont décidément plutôt sur le foot et le tennis. Enfin, moi, c'est plutôt du coup sur le foot. Vous avez donné des chiffres du coup assez éloquents sur le nombre de
de jeunes et notamment de petits garçons qui passent 5 ans au moins licenciés dans les clubs de football. Et finalement, sur l'aspect et donc sur la responsabilité éducative et en termes d'accompagnement induite. Et après, on a plutôt davantage parlé de la minorité que représentent les jeunes en centre de formation, qui sont 3600 à peu près, c'était ça. Et finalement pas des 99% autres. Est-ce qu'il y a des programmes éducatifs un peu sur sensibilisation aux discriminations, homophobie, environnement dans les clubs amateurs et donc pour le plus grand nombre? Oui, alors, encore une fois, une question pertinente. Juliane, tu as une brillante idée de donner la parole à la salle, puisque ça nous permet d'aborder des points qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, donc merci beaucoup. Effectivement, sur le volet plutôt du sport de masse, du foot de masse, donc le foot amateur, le million de jeunes licenciés dont je parlais au début, nous, on agit au Fonds d'Action comme un laboratoire d'innovation sociale. Donc, on a initié un programme il y a maintenant, au moment de notre création, il y a 14 ans, qui est devenu le programme éducatif porté par la FFF et qui impacte aujourd'hui 800 000 jeunes licenciés. Donc, on utilise les temps d'entraînement et les temps de match, dans la semaine et le week-end, pour faire passer des messages d'intérêt général en matière de santé publique, en matière de protection de l'environnement, donc l'énergie, les transports, l'eau, les ressources, etc. En matière d'apprentissage des règles du jeu, des lois du jeu, des comportements, du civisme et de la solidarité, de la lutte contre les discriminations. Donc aujourd'hui, les éducateurs dans 6000 clubs de foot, dans 6000 écoles de foot, sont formés à des outils pédagogiques qui leur permettent d'aborder ces sujets avec leurs jeunes licenciés de 6 ans à 18 ans. Là où on performe, c'est sur les 6-13 ans. Finalement, les outils sont bien adaptés et on se challenge, on se fait challenger par les clubs pour pouvoir répondre. Et on revient à la question des écrans qui était abordée tout à l'heure par Olivier. Sur l'adaptation des contenus et des supports qui sont à disposition des éducateurs pour traiter ces sujets avec un public de préadolescents, adolescents, voire jeunes adultes. Donc ça, c'est le sujet sur lequel on a une marge de progression, à mon avis, importante. On a des réflexions en cours avec des partenaires experts qui accompagnent aussi ces sujets-là. Donc voilà, c'était important de le rappeler et merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler du foot de masse, en fait. Voilà. Peut-être juste un petit complément sur cette question avec la casquette collectivité, parce que justement, aujourd'hui, déjà, de par la nature des subventions publiques, notamment sur le sport de haut niveau, qui doivent être centrées sur des missions d'intérêt général, voilà, comme finalement dans ce qui se passe dans la plupart des territoires, c'est vrai qu'on a beaucoup de programmes de collectivité qui sont aussi qui vise à finalement mettre en balance un certain nombre de subventions contre la construction de programmes qui visent à accompagner, j'allais dire prosaïquement, l'enfant dans la construction de son parcours de citoyen. Voilà, on est vraiment, les collectifs sont très fortement engagés sur ce sujet et on a quelques exemples avec des très belles réussites, notamment dans le croisement culture et sport, art et sport et compagnie. Je pense en particulier à ce qui se passe au Red Star à Saint-Denis, avec le Red Star Lab, vous connaissez évidemment, qui est un de nos modèles. Et c'est vrai que nous, au moment où on essaie d'impulser la dynamique de l'Olympiade culturelle dans nos territoires, on veut susciter vraiment toutes ces énergies croisées, parce qu'on pense que ça participe aussi justement à ouvrir le champ de vision des gamins qui viennent d'abord pour le foot. Il faut quand même qu'ils trouvent du foot, parce que sinon ils vont partir. Donc principalement, mais que du coup de se servir de cette porte d'entrée pour les emmener avec le Red Star Lab sur le journalisme sportif, sur la pratique du violon en jouant au foot en même temps, sur plein d'autres trucs comme ça, et d'expériences vraiment extra qui ont été tentées. Merci beaucoup. Une autre question? Ouais, bonjour, Thomas Pérez, étudiant du coup. Moi j'avais une question plutôt générale pour tout le monde. On parlait des écrans dans leurs aspects un peu négatifs tout à l'heure, via le e-sport, tout ça. Mais est-ce que les écrans, ce ne serait pas aussi un moyen d'inclure certaines personnes qui n'ont pas accès au stade, à avoir l'expérience aussi de supporters qui est hyper importante dans le sport, transmettre les valeurs du sport et aussi éduquer certaines personnes sur, par exemple, le handisport qui n'est pas accessible partout et où on ne peut pas se renseigner non plus partout. À titre personnel, j'ai un pote qui joue au para-badminton à très haut niveau. Aujourd'hui, sans les écrans, à part pour les Paralympiques, moi je ne peux pas le suivre, je le suis directement sur mon smartphone. Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Et effectivement, on n'est pas, je ne pense pas qu'on ait eu une position extrême sur les écrans. On va avoir peut-être quelques réactions, mais pour aller vers l'activité physique, on sait qu'il y a
plein de moyens, et même dans les cours d'école, pour commencer à digitaliser un petit peu des lieux, pour amener justement vers l'activité physique. Et sur la population en situation de handicap, on sait aussi que l'écran, l'e-sport peut aussi entraîner à bouger et à s'intéresser peut-être demain pour pratiquer. Donc on est dans un constat de masse, qui fait peur, mais on sait très bien, on l'a dit je crois, qu'il y a aussi une utilisation des écrans qui peut être positive. Est-ce que Olivier, tu veux réagir à nouveau sur cette question, ou peut-être plus globalement aussi sur ce que tu as entendu là de la salle? Je dirais que pour les écrans, moi je ne le vois pas du tout comme quelque chose de négatif. Le négatif, c'est de ne pas s'en emparer. C'est-à-dire que je dirais que pour les écrans, pour moi, si on devait construire une voiture, ça serait le GPS. Mais on se doit d'avoir des roues et un moteur pour pouvoir avancer. Et les roues et le moteur, c'est la rencontre. C'est que les gens se rencontrent. Ce que je ne veux pas, c'est que finalement, on retourne le truc et que les écrans deviennent la base. Les écrans doivent être une aide, mais pas la base. Je crois que c'est très bien dit. Si je peux juste donner un petit commentaire là-dessus, moi je pense qu'il y a quand même un vrai risque qu'on voit notamment chez les jeunes. Parce que le pouvoir d'attraction des écrans, honnêtement, il y a une dimension qui est à la frontière de l'addictologie. Moi, je suis convaincu qu'on aura, y compris... Pas à la frontière. Ouais, non, mais dans le futur, des vraies études d'addictologie sur le sujet. Elles sortent déjà. Elles sortent déjà. D'impact de la lumière bleue sur la construction du cerveau des gamins. Donc voilà. De nouvelles maladies mentales, on en a parlé tout à l'heure. Des nouvelles maladies de vue. Écoutez, j'en discutais avec mon adjointe à la santé, je viens d'avoir une statistique qui montre, à Saint-Denis par exemple, on a 2 fois plus que le taux départemental de maladies des yeux. Enfin, il y a des choses comme ça qui nous impactent. Je ne dis pas que c'est les écrans, je ne veux pas faire de raccourcis, etc. Mais quand même, on trouve qu'il y a des réflexions à avoir. Donc, quand je suis arrivé, c'était marrant parce que c'était exactement ça le sujet qui était en débat. Si on dit on veut bloquer et aller contre son camp, je pense qu'on a tous et toutes ici des enfants. Enfin, moi, c'est la guerre permanente sur les écrans à la maison. Et la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à positionner, à trouver un intérêt et à faire en sorte d'équilibrer les choses. Et c'est notre devoir finalement d'adulte, parce que pour accompagner, déjà que nous on est complètement addicts, enfin je parle pour moi, en l'occurrence, donc déjà c'est difficile de s'autoréguler soi-même. Alors pour un gamin qui est en pleine construction, qui a 14 ans, qui n'a pas les mêmes repères, qui n'a pas les mêmes limites et tout, c'est extrêmement dur. De ce point de vue-là, effectivement, le sport, moi je suis convaincu que ça peut être, c'est une des facilités, une des portes d'entrée qui nous permet de lutter contre ça. Mais je reviens à ce qu'on se disait, il faut aussi que nos clubs fassent aussi leur propre révolution. Il faut aussi qu'on ouvre les champs du sport, de l'activité physique et sportive pour permettre justement plus facilement de rentrer dans le sport, quoi. Olivier, une dernière remarque, on va prendre une dernière question après. Oui, bonjour. Attendez juste, Olivier voulait, Olivier voulait réagir. Je vous donne la parole très rapidement. Non, juste une dernière remarque. C'est très français. On a des côtés incroyables, mais on a aussi une capacité à se meurtrir entre nous. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt adepte du verre à moitié plein. C'est-à-dire que cette habitude que j'ai, et la chance que j'ai eue en tant que sportif, c'est de voyager. Et il faut vraiment qu'on s'ouvre et voir comment ça fonctionne dans les autres pays. Il y a un mix à avoir, mais la France a cette force, et ça vient du général de Gaulle. Hein. Je sais que son nom revient souvent, mais le modèle sportif français vient de là. C'est le seul modèle au monde où n'importe qui, et d'où on revient au problème des espaces et de l'occupation des équipements, c'est parce que tout le monde peut faire du sport en France. Ça veut dire qu'aux États-Unis, un modèle qui est souvent mis en avant, on vous met au sport à l'école, donc il y en a beaucoup à l'école, mais si vous ne performez pas et vous ne devenez pas ce 0,1%, il n'y a plus aucune structure pour vous accueillir pour faire du sport à part des structures privées. En France, à côté de chez vous, quelle que soit la ruralité, que ce soit l'équipé, il y aura toujours quelque chose pour vous accueillir. Et c'est pour ça qu'on en arrive à quelque chose un casse-tête. C'est comment accueillir tout le monde. Mais il faut voir le verre à moitié plein. C'est une spécificité française et il faut en être fier.
Merci Olivier de ton optimisme. Une dernière question Oui. dans la salle et puis après je vous poserai cette question vers Oui, le futur. bonjour, Jean-Luc Perron, j'étais jusqu'à fin juin le conseiller du professeur Younous, prix Nobel de la paix, et des responsables dirigeants du centre Younous Paris. Vous savez que le professeur Younous avait challengé le comité international olympique lors des Jeux de Rio pour faire des Jeux olympiques, pas simplement un magnifique spectacle, pas simplement une énorme compétition internationale, mais aussi un levier de transformation économique et sociale. Donc je rejoins le propos de Mathieu Hanotin et je le remercie de son intervention. Et je le complète simplement sur un point qui est la dimension économique et le modèle d'entreprise qui est derrière. En d'autres termes, les Jeux Olympiques, c'est 7 milliards d'euros de budget, dont la moitié Solideo sous forme d'investissement et d'infrastructures. Et pour du côté de Paris 2024, des milliers d'opportunités d'emploi, même peut-être à très court terme. La question est donc sur quel modèle économique et social tout cela se fait. Des engagements très importants ont été pris. 25% du budget des Jeux doit normalement être fléché vers des PME ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et un outil a été mis en place dès le départ en partenariat entre le centre Younous que je dirigeais et les canaux, qui est une plateforme ESS 2024 pour donner aux entreprises de l'économie sociale et solidaire l'opportunité de capter une partie très minoritaire, bien sûr, mais néanmoins des retombées économiques des Jeux. Et le chiffre que j'ai en tête, c'est qu'au 31 décembre, quand même, de l'an 2021, 250 entreprises de l'économie sociale et solidaire avaient obtenu des marchés ou des bouts de marché de la Solideo et de Paris 2024. Donc je voulais insister sur cette dimension de trace en profondeur, mais pas uniquement dans les infrastructures, les équipements et dans la pratique du sport, mais aussi dans notre approche de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup de soulever ce point très important, puisque les travaux du professeur Younous sont aussi basés sur des outils, on revient à notre question, qui peuvent engendrer le changement. Malheureusement, Paris 2024 ne retiendra que les indicateurs économiques du professeur Younous, et on peut se demander pourquoi d'ailleurs les indicateurs sociétaux n'ont pas été retenus par Paris 2024. J'ai une petite idée, mais je ne la dirai pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un commentaire sur ça ? Eh oui, on le sait. Peut-être un petit commentaire. Moi, je trouve quand même que pour avoir, y compris, visité l'ensemble des villes déjà européennes, et puis je suis allé à Rio aussi, mais qui ont organisé des Jeux Olympiques depuis Barcelone. D'abord, je trouve qu'on a, à ce stade, vraiment, vous l'avez cité, pas à rougir de ce qui a été lancé. En plus du programme que vous évoquez, il y a aussi un programme qui consacre 10% des heures de travail sur l'insertion professionnelle, voilà, donc avec des formations qui sont faites à côté, et honnêtement, on va le tenir sur la partie Solideo, et c'était un peu une gageure au démarrage, et ça a vraiment demandé, moi j'y étais comité de pilotage, maître d'ouvrage par maître d'ouvrage, vraiment relever les bretelles régulièrement, et donc ça se fait. Après, il faut aussi avoir conscience de la spécificité de la chose. C'est que délivrer un événement tel que les JO avec la fiabilité dans des délais aussi courts, enfin, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, moi je vous invite à le faire. Peut-être que vous pourriez prendre aussi l'initiative. C'est possible de visiter le village olympique, enfin, c'est possible de visiter le centre aquatique. Enfin, c'est une telle masse en un temps vraiment extrêmement réduit que ça demande aussi d'avoir des entreprises avec lesquelles on peut avoir de la certitude, de la qualification, etc. Donc là, c'est pour ça que j'ai insisté. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont aussi se jouer dans la durabilité de l'héritage. Elle ne se fera pas que sur l'héritage direct, pas que sur les marchés des uns ou des autres. Mais comment est-ce que cet événement aura, notamment dans un territoire comme celui de Saint-Denis et de la Seine-Saint-Denis, qui est, disons-le, un territoire en difficulté, et que si c'est là qu'on le fait, c'est aussi pour que ça démarre ici, pour faire une démonstration, de comment est-ce que les JO auront contribué à construire des écosystèmes locaux pérennes, voilà, qui survivront parce qu'ils auront donné un coup de projecteur, parce qu'ils auront rendu de la fierté à la population, parce qu'ils auront permis finalement à une économie de démarrer, une économie vertueuse de démarrer à certains endroits. Mathieu, je vais considérer que c'était ton souhait pour le futur. Ça me va. Merci beaucoup. Olivier, ton souhait pour le futur Mon souhait, c'est que et de notre société. Se concentrer sur l'héritage immatériel.
parce qu'on parle beaucoup d'entreprises, mais l'héritage immatériel, c'est ceux qui vivent sur le territoire, ceux qui vivront demain sur ce territoire. Et que de toute manière, il faut, comme je te l'ai dit tout à l'heure, voir le verre à moitié plein. On parlait de l'héritage de Rio, on pourrait en parler pendant des heures, mais la moitié des installations de Rio n'existent plus aujourd'hui. Donc dépenses inutiles. On peut revenir aux Jeux olympiques d'avant, ceux d'Athènes, une catastrophe également dans la manière de procéder et de l'héritage qui en restait, l'héritage matériel. Concentrons-nous sur deux choses. De toute manière, il y a une certaine sobriété depuis le début dans la manière d'organiser ces jeux, de construire ces jeux. Évidemment, rien ne sera parfait, ça ne l'a jamais été dans aucun jeu, mais comparons-nous à ce qui a déjà été fait. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre, concentrons-nous énormément sur l'héritage immatériel, ce qui va nous rester après les jeux. Et plus que de parler d'installation, parlons des humains. Merci beaucoup, Olivier. Juste parce que quand même, j'avais réfléchi. Oui, Mathieu, mais déjà tu es arrivé en retard. Un mot On sait que tu es le politicien de la table. C'était faire une proposition très concrète. Vas-y. Parce que je pense qu'en plus, on peut gagner ça avec les Jeux Olympiques. Vas-y. C'est de faire un vrai exemple de démonstrateur sur la gestion des déchets à l'occasion d'un grand événement sportif international. Et ça, on a 2 ans pour le faire. C'est pas encore fini. Il y a des partenaires. Il y a le SICTOM, qui est le plus grand syndicat de traitement de déchets d'Europe, qui est en Île-de-France. Comment est-ce qu'on construit, de ce point de vue-là, une nouvelle ère pour les grands événements sportifs à Paris 2024 et en Seine-Saint-Denis en 2024? Merci beaucoup de préciser dans ce forum ce sujet. Guillaume, tu as un micro. Juliane, merci. Un dernier point. En 1 minute et en 3 points. Alors, moins concentré sur les grands événements sportifs, moins sur Paris 2024, mais peut-être une réflexion prospective plus générique qui tiendrait donc en 3 points. Le premier souhait, ce serait de favoriser évidemment une mise en lumière plus importante, plus systématique des initiatives formidables, impactantes, innovantes qui existent sur tout le territoire, partout, dans toutes les disciplines sportives, et favoriser leur enrichissement mutuel, voilà, le partage de connaissances, parce que bon, on l'a vu, hein, quand ça se passe pas très bien, quand il y a des éléments ou des prises de parole assez négatives, elles ont beaucoup d'écho. J'aimerais aussi que les prises de parole positives puissent avoir cet écho. C'est notre travail aussi. Donc à nous, en premier lieu les institutions, de favoriser cette émergence de bonnes pratiques. Je veux faire un peu d'autopromo, mais on a édité un guide des éco-gestes parce qu'on n'a pas beaucoup parlé finalement d'éco-responsabilité, pas tant que ça, pas assez, mais il existe l'éco-responsabilité dans le foot, c'est aussi ça, des initiatives qui existent sur tout le territoire, dont les clubs, les 15 000 clubs peuvent s'inspirer au-delà même des frontières du foot, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à partager avec nos homologues d'autres disciplines sportives. Deuxième souhait, vraiment accompagner, on en a déjà parlé, celles et ceux qui s'engagent sur la question de la mesure de l'impact, parce que tout ce qui contribuera à déterminer des indicateurs qui vont légitimer des plaidoyers, des programmes d'action, etc., des investissements par les acteurs économiques, politiques, etc., je pense que c'est aujourd'hui une des grosses carences dont souffre notre mouvement sportif dans son ensemble, la mesure de l'impact. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis le dernier point, très très généraliste, et ça c'est un souhait qu'on appelle de nos voeux régulièrement, c'est vraiment de décloisonner notre écosystème. Je crois que tu as ouvert, Juliane, sur cette idée de décloisonner le monde du sport, de l'entre-soi, etc. On a beaucoup de choses qui permettent de nourrir d'autres secteurs d'activité, et on a surtout beaucoup à apprendre de beaucoup de secteurs d'activité. Donc je suis content qu'à l'occasion d'une rencontre comme ce forum Convergence hier et aujourd'hui, on ait l'occasion de mettre face à face et ensemble finalement mutuellement des environnements qui ne se connaissent pas, qui ne s'apprennent mal. Pour la question du foot, on avait assez peu de liens avec beaucoup d'acteurs culturels, etc. On essaye de contribuer à ça. Donc voilà, c'est des choses qu'on essaye de faire au quotidien. Mais évidemment, ce type d'événement nous permet aussi d'être à la rencontre de toutes et tous celles et ceux qui, dans d'autres secteurs d'activité, ont des problématiques communément partagées et ont beaucoup de choses à nous apprendre. Voilà. Merci Guillaume pour cette belle conclusion aussi optimiste. La conclusion, je la laisse à Viviane, moi. Oui, ta conclusion. Et Viviane, la conclusion finale de... Non, c'est toi qui la feras. Ok, je la ferai, ça va être rapide. Mais moi, j'ai peut-être deux sujets. C'est l'héritage, je suis complètement d'accord sur l'héritage, sur l'impact qu'on peut avoir et la durabilité de l'impact. Mais ça, on l'a tous dit, le sport partout, pour tous, mais durablement. Et la deuxième chose, c'est que le sport prenne sa part de responsabilité à 300%.
Nous, on est une fédération, on a un réseau, on peut accompagner nos territoires vers la transition écologique, on y travaille. On a des athlètes dans les événements qu'on organise et tous ces GESI, tous ces grands événements, mais c'est incroyable le pouvoir médiatique des athlètes et le pouvoir d'accompagner au changement de comportement. Donc les athlètes avec nous et puis je dirais toute cette valeur éducative qu'on a sous la main. Nos enseignants, effectivement, complètement d'accord avec tout ce qui est dit, nos enseignants, ils apprennent le sport, mais ils apprennent toutes les valeurs du sport. Et bien sûr, du coup, la durabilité. Donc dans nos programmes, on parlait de zéro carbone, c'est difficile pour le sport, mais éduquer les jeunes aux dérèglements climatiques, aux solutions qui peuvent exister, ça, je pense que quand on est une structure de sport, on a les outils humains pour le faire. Merci beaucoup Viviane et merci à vous quatre. Je crois que le sport est aussi en questionnement. Notre secteur est en train de réfléchir à sa mutation aussi environnementale, sociétale. C'est très bien qu'elle s'inscrive dans le cadre de ces forums. Et merci beaucoup aux organisateurs du forum aussi. Merci beaucoup Clara James d'avoir pensé aussi à mettre le sport dans ses réflexions. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Peut-être même que le sport pourrait être modèle par rapport à d'autres secteurs. On le voit en particulier, pour terminer aussi sur Roland-Garros, il y a eu beaucoup d'efforts sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Le fait qu'aujourd'hui, dans un tournoi du Grand Chelem, les hommes gagnent autant que les femmes, ça a eu des répercussions dans la société et des grands patrons ont aussi mis ça en place, cette égalité salariale. Donc on voit que le sport peut aussi parfois inspirer d'autres secteurs de la société s'il s'interroge lui-même. Donc merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir nos quatre intervenants. Et je vous souhaite un bon appétit à toutes et à tous. Merci.